supposer qu'en 2024, il n'y a plus de vrais climato-sceptiques. Climato-sceptique peut prendre d'autres formes, dérivées, mais on va dire que on a tous compris qu'il y a un problème sérieux de climat, et qu'il n'y a pas trop besoin d'y revenir après 30 ans de rapports du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat et une masse de faits et d'analyses scientifiques absolument considérables. Et donc, comme vous le savez, pour contenir le changement climatique, il va falloir éliminer les énergies fossiles presque complètement d'ici 2050. C'est ce qu'on appelle le net zéro. Alors, ce n'est pas un zéro absolu, ce n'est pas un zéro brut. Il peut y avoir des émissions résiduelles, mais il faut qu'elles correspondent à ce que nous sommes capables d'organiser comme capture du CO2 par les systèmes naturels vivants, l'océan, la forêt, l'agriculture. Voilà, donc c'est très proche de zéro. Et au fond, seules les énergies renouvelables, à commencer par le solaire et l'éolien qui en découlent aussi, ont le potentiel pour régler le problème à l'échelon mondial. Le nucléaire, on va en parler, évidemment il peut contribuer, c'est ce qu'on ne cesse de m'objecter en France, parce qu'aujourd'hui le nucléaire c'est plus de 60% de notre consommation d'électricité, et c'est faiblement carboné, et je ne discute pas le faible contenu carbone du nucléaire. Je pense que c'est une erreur de vouloir le discuter significativement, mais dans le monde, ça ne peut être qu'un moyen assez minoritaire, on va le voir, avec notamment les projections de l'Agence internationale de l'énergie. Alors depuis quelques années, j'entends beaucoup parler des inconvénients de des énergies renouvelables. En fait, il y a une désinformation qui est organisée à l'échelle planétaire, essentiellement qui vient des cercles climato-sceptiques américains qui sont des think tanks financés, la finance vous connaissez, financés par les lobbies du pétrole, qui ont énormément d'argent. Le pétrole, c'est la commodité la plus commercialisée dans le monde. En plus, elle a le soutien d'États entiers, dont la survie économique dépend du commerce du pétrole. Donc c'est extrêmement puissant. Et la plupart des bobards qu'on raconte sur les énergies renouvelables viennent de là. Et ils traversent l'Atlantique. Donc c'est des think tanks qui ont divers noms. Voilà, le Heartland Institute, il y en a d'autres. En France, c'est adapté. Parfois par les gens du nucléaire qui les reprennent en échangeant, parce que évidemment pour le nucléaire c'est l'inverse du discours sur les fossiles. Ils nous disent le nucléaire est encore beaucoup mieux que les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique, donc le discours ne va pas être le même, mais il y a des bobards qu'on va retrouver des deux côtés de l'Atlantique ou en Australie sur les énergies renouvelables qui consomment des terres considérables, prennent des espaces considérables, tuent des millions d'oiseaux. Qu'est-ce que ça fait encore? Ça dévore les terres rares, donc il faut des mines épouvantables. Voilà, tout ça est épouvantable et heureusement on a du pétrole dans un cas ou du nucléaire dans l'autre, et donc on n'a pas besoin de ces renouvelables. En fait, on va voir que ces inconvénients qui peuvent exister localement sont incroyablement exagérés, d'autant plus que le changement climatique est en lui-même un des 4 vecteurs principaux de l'érosion de la biodiversité. C'est ce qu'a dit le rapport de l'IPBG, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est qu'un des sujets principaux de l'érosion de la biodiversité, c'est le changement climatique lui-même. Et donc ce qui résout le changement climatique va globalement aider à résoudre la biodiversité, ça ne va pas suffire, mais ça va plutôt dans ce sens-là, même s'il peut y avoir des inconvénients localement. Et oui, il y a des oiseaux ou des chauves-souris qui peuvent être tués par des éoliennes, ça arrive, mais on va voir qu'il faut le relativiser, à condition évidemment de faire bien les choses aussi. Donc un des grands thèmes de l'hostilité aux renouvelables, c'est la variabilité. Alors quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait? Bon, en général, d'ailleurs, on va isoler les deux choses. On va toujours dire... parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de vent, il peut y avoir du soleil, par exemple. Et puis, quand il n'y a pas de soleil, il peut y avoir du vent. Mais on va toujours prendre les choses à part pour tirer des leçons extrêmes en disant ouais, le vent, c'est X% du temps, etc. Bon. La nuit, qu'est-ce qu'on fait la nuit? La nuit, il peut y avoir du vent. C'est même fréquemment le cas. Voilà. Alors, il y a l'artificialisation des terres, qui est un des grands thèmes de combat des anti-renouvelables. On va voir que c'est très limité par rapport à tout le reste.
Les impacts négatifs sur la biodiversité sont peu importants. Et le dernier thème qui arrive très très fréquemment, c'est les matériaux. Donc il va falloir du cuivre, il va falloir des terres rares, il va falloir du nickel, du cobalt, etc. On va voir ce qu'il en est. Alors, entrons un peu dans le vif du sujet. Depuis toujours, enfin presque, il y a quelques exceptions, la crise financière, le Covid, mais en gros, chaque année, les émissions de CO2 augmentent dans le monde. C'est un fait, c'est un constat. Mais il faut quand même admettre, alors vous trouverez beaucoup de gens qui ne veulent pas l'admettre, ou seulement du bout des lèvres, que d'abord cette augmentation ralentit considérablement. Si on regarde sur les 4 dernières années, 2019-2023, on peut comparer l'augmentation qu'on aurait dû avoir avec celle qu'on a eue. Celle qu'on aurait dû avoir, c'est ça, et celle qu'on a eue, c'est ce que vous trouvez ici. Et donc c'est beaucoup moins. Et la différence, c'est le développement des techniques propres, et c'est essentiellement du solaire photovoltaïque et de l'éolien. Et puis un petit peu de surcroît de nucléaire dans le monde. Donc les renouvelables ont considérablement freiné l'augmentation qui, elle, résulte de l'augmentation générale de la population, de l'économie, et donc de la demande d'énergie avec l'augmentation du niveau de vie. Il faut regarder la dynamique des renouvelables sur ces dernières années, c'est assez impressionnant quand on voit ce qui a été ajouté. Les capacités renouvelables ajoutées dans le monde par période de 5 ans, hein, donc en 2005-2010, pardon, oula. Je sens que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, on était là. Voilà ce qu'on ajoutait en 5 ans, moins de 500 gigawatts. 2011-2016, 2017-2022. On a plus que triplé. Et voilà ce qu'on pense qui va arriver maintenant. Donc il y a un effet boule de neige, il y a un effet exponentiel dans le développement des énergies renouvelables que ceux qui font mine de ne pas y croire refusent de voir. Ça c'est le cas principal, et puis il y a une possibilité plus importante avec 4500 gigawatts. Donc si on compare le chemin parcouru en 20 ans, il est quand même très important. Et si on regarde la production d'électricité par les renouvelables par rapport au total de la production d'électricité, on voit là aussi que c'est important. Alors, sur l'ensemble des renouvelables, on était à moins de 20%, c'était essentiellement de l'hydraulique, hein, c'était l'hydroélectricité qui est la plus ancienne et la plus forte énergie renouvelable électrique. On est maintenant à 30%, et puis on va vers, en très peu d'années maintenant, en 4 ans, on va vers 40%. Donc ça s'accélère. Et ce qui crée ça, c'est pas l'hydroélectricité qui est ancienne et qui est stable, qui même décroît un petit peu. Alors ça, c'est une source d'inquiétude parce que c'est les sécheresses qu'on a eues en France, qu'on a eues en Chine l'an dernier. Voilà, il y a une vraie question sur la mobilisation de l'eau qui est posée, bien que des barrages continuent d'être construits dans les pays en développement. Voilà, on voit que le potentiel, la production totale en pourcentage en tout cas, n'augmente pas, elle réduit un peu en pourcentage. En fait, la production en valeur absolue continue d'augmenter légèrement malgré les problèmes d'hydraulicité, mais c'est assez lent. Et par contre, ce qui explose évidemment, c'est le vent, l'éolien qui est parti le premier, si j'ose dire. Voilà, donc on voit ici la courbe qui fait maintenant, alors on est en 23, disons, on est à 15% et on va vers 25% en 5 ans. Et puis le solaire qui suit derrière, mais qui se développe encore plus rapidement. Et donc, on est fondé à dire aujourd'hui que les émissions de CO2 de la production d'électrique ont atteint leur pic, leur sommet. Ça n'a pas cessé de monter, mais maintenant ça va cesser de monter parce que entre les anciennes énergies peu carbonées, le nucléaire et l'hydroélectricité ici, et puis dans une hypothèse de croissance de la consommation d'électricité sur laquelle on reviendra, et les combustibles fossiles, il y a maintenant un coin qui arrive et qui est de plus en plus important sur la production globale d'électricité. Alors, tout ça s'explique aussi par le contexte, c'est-à-dire qu'on a développé l'éolien et le solaire au début à des coûts exorbitants, il faut le reconnaître. D'ailleurs, les adversaires des renouvelables ne cessent de regarder les coûts du passé. Ils disent on a dépensé des milliards pour finalement pas faire grand-chose. Ils ont raison. On a dépensé des milliards, ça a servi à baisser considérablement le coût
des renouvelables pour le monde entier. Quelques pays qui ont payé, notamment l'Allemagne, qui a payé beaucoup. Et ça a permis de baisser considérablement le coût des renouvelables. On voit ici l'évolution des prix du coût actualisé de l'électricité pour les nouveaux projets mis en service, en moyenne mondiale. Ce n'est pas forcément la même chose dans tous les pays. Et on voit que, par exemple, le solaire, qui était l'énergie la plus chère et de loin en 2010, est devenu, en un peu moins de 15 ans, l'énergie la moins chère. L'éolien terrestre était une énergie relativement chère, c'est devenu une énergie relativement bon marché, même si ça remonte un peu depuis 2 ans, en raison notamment de la hausse des taux d'intérêt. Et puis, par contre, voilà, les combustibles fossiles, ça n'a pas beaucoup bougé. Puis il y a une autre forme qui s'est effondrée en termes de prix, c'est la question des batteries. Et ça, c'est évidemment très important parce que ça va ouvrir la voie à tout un tas d'applications, à commencer bien sûr par les véhicules électriques. Et du coup, si vous regardez les différents rapports du GIEC, vous savez que le GIEC fait un grand rapport tous les 5 ans, en 3 parties. Une première partie, c'est la science du climat. Une deuxième partie, c'est les conséquences et l'adaptation. Et une troisième partie, surtout, c'est l'atténuation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions? Si on regarde ces séries, on s'aperçoit que les premiers rapports, finalement, ils ne disent pas grand-chose de neuf. On a beaucoup plus d'informations scientifiques, on a beaucoup des modèles plus complexes, mais ils disent toujours la même chose. Depuis le début, ils disent ce que disait déjà Arrhenius en 1896. Si on double la teneur de CO2 dans l'air, on va vers un réchauffement entre 2 et 4 degrés. Bon, ben, on est toujours à peu près là, et ça n'a pas bougé depuis plus d'un siècle. Et les rapports du GIEC, de ce point de vue-là, se ressemblent malgré tout, même s'ils ajoutent à chaque fois beaucoup d'arguments nouveaux. Par contre, si on regarde les rapports du groupe 3, les rapports qui disent comment est-ce qu'on peut lutter, ils ont considérablement changé. Parce qu'il y a 15 ans encore, et à 30 ans a fortiori, ils énuméraient tout un tas de solutions sans faire de tri, sans faire de hiérarchie. Ils disaient, oui, il y a le nucléaire, oui, il y a les renouvelables, oui, il y a les économies d'énergie, oui, il y a la capture du CO2, qui est dit principal. Hein. Après, on peut entrer dans le détail. Peut-être il y aura la fusion, peut-être, etc. Oui, il y aura peut-être de l'hydrogène. Enfin, voilà, ils listaient toutes les possibilités, mais ils n'étaient pas fichus de faire une hiérarchie. Maintenant, c'est très différent parce que les choses se sont décantées, et en particulier les renouvelables ont connu l'évolution incroyable qu'on a vue sur le graphe précédent. Et du coup, ils nous disent maintenant, voilà les contributions potentielles pour la partie énergie. Il y a une autre partie système naturel. Je laisserai Jean-François en parler, parce qu'il en parlera mieux que moi sur la biodiversité et le rapport des émissions de CO2 de l'agriculture et de la foresterie, qui n'est pas ma spécialité. Mais sur vraiment l'énergie, et l'électricité et l'énergie en général, maintenant on a un potentiel qui se voit ici. Et on voit que les plus gros potentiels, c'est le solaire et l'éolien, en milliards de tonnes par an en 2030, donc dans 6 ans. Je vais venir après sur les couleurs. Hein. C'est d'abord le solaire et l'éolien, après c'est la réduction des fuites de méthane dans l'exploitation du pétrole et du gaz, après c'est la bioélectricité, après c'est la géothermie. C'est quoi la bioélectricité? Ah, c'est l'utilisation de biomasse pour fabriquer de l'électricité dans les centrales thermiques, que ce soit gazeuse, liquide ou solide. Ensuite, c'est la géothermie et l'hydroélectricité. Ensuite, c'est le nucléaire. Et enfin, tout à fait en bas, c'est la capture et le stockage du CO2. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder aussi les coûts, parce que tout ce qui est bleu, c'est ce qui ne coûte rien. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas pour investir, mais ça coûte moins cher que les solutions carbonées. Ça coûte moins cher aujourd'hui, dans de nombreux pays, de faire du solaire ou de l'éolien plutôt que de faire des combustibles fossiles, ou d'utiliser des combustibles fossiles. Il y a encore quelques années, ça coûtait moins cher de construire une centrale solaire plutôt que de construire une centrale à charbon et de mettre du charbon dedans. Maintenant, on est arrivé dans de nombreux pays au stade où ça coûte moins cher de construire du solaire plutôt que de simplement mettre du charbon dans une centrale qui existe déjà. Donc c'est un niveau de compétition tout à fait différent. Voilà, donc ce qui est bleu, c'est ce qui est considéré comme gratuit, parce que moins cher que l'alternative carbonée.
Et puis ce qui vient au-dessus, c'est ce qui coûte entre 0 et 20, entre 20 et 50 dollars par tonne de CO2, etc. Vous voyez qu'il y a un peu de pas cher dans le nucléaire, mais c'est pas beaucoup. Il y en a un peu ici, il y en a un peu ici. La bioélectricité, c'est toujours cher. Le capture et le stockage du carbone, c'est toujours cher. Et les gros potentiels de choses à coût nul, eh bien, c'est l'éolien et le solaire. C'est le GIEC, le dernier rapport d'évaluation du GIEC, qui nous donne ce graphe. Et le résultat, c'est que voilà, le pic fossile est en vue. Alors là, je parle du pic fossile, toutes énergies confondues. Tout à l'heure, j'ai parlé du pic CO2 de la production d'électricité. L'électricité, c'est à peu près, dans le monde, c'est à peu près 20% de l'énergie finale, celle qu'on utilise nous, les citoyens ou les entreprises ou les collectivités locales. C'est des kilowattheures électriques et puis c'est des carburants ou des combustibles. Des carburants qu'on met dans les voitures ou les camions et des combustibles, c'est ce qu'on met dans les chaudières ou les usines. Voilà, pour aller vite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale. L'électricité, c'est 20% de cette énergie finale, mais c'est à peu près 40% des émissions de CO2. Parce qu'il y a beaucoup de pertes dans la production d'électricité. Et donc, en fait, peu après le pic des émissions de CO2 de la production d'électricité, arrivera le pic des émissions de CO2, tous secteurs confondus. L'AIE nous dit, voilà, il nous dit quoi? Le charbon va s'effondrer maintenant tellement rapidement dans le monde entier qu'au fond, voilà, les émissions fossiles, ça va continuer pour le pétrole et le gaz. Ça, c'est le scénario poursuite des tendances actuelles. Le scénario sans politique nouvelle. Hein. C'est pas exactement la tendance spontanée, parce qu'on ferait tirer des courbes tout droites. C'est ce qui est en train de se passer sur le terrain, mais avec les politiques déjà mises en place. STEP, ça veut dire Stated Energy Policy. Donc le charbon va s'effondrer, le pétrole et le gaz, ça va un petit peu diminuer, mais pas tellement. Et tout ça va amener un pic fossile dans les prochaines années. Je ne peux pas vous dire si c'est en 2025, 2026, 2027, c'est dans les prochaines années. Et vous l'avez ici d'ailleurs, une autre présentation, toujours de l'AIE. Là, on est toujours sur le même scénario, le scénario avec les politiques actuelles. On a des scénarios beaucoup plus ambitieux, évidemment. Mais voilà, ça, c'est vraiment la tendance. C'est ce qui serait passé si on n'avait pas fait Paris. Alors, Paris, ça veut dire la COP 21, la réunion à Paris de 2015, où a été décidé d'aller vers 1,5 degré si possible, en tout cas moins de 2 degrés par l'ensemble des pays de la planète. Donc voilà vers quoi on serait allé, et voilà ce qu'on a eu en réalité. Alors ça, vous reconnaissez, c'est le confinement, les confinements dans le monde entier, puis c'est reparti très fort après. Hein. Et voilà, en fait, ce à quoi là où on est et ce à quoi on s'attend dans ce scénario des politiques déjà mises en place, et avec ce grand écart qui se creuse dans les émissions, avec notamment à l'éolien, au solaire, un peu aux voitures électriques, ça commence, et puis les autres. Alors autres, c'est un peu tout, mais c'est surtout des économies d'énergie. Mais il peut y avoir un peu de nucléaire, un peu de capture, un peu d'action sur les forêts, un peu de... Voilà, c'est tout le reste. Mais les choses principales, ça reste le solaire et le vent. Alors évidemment, il faut aller plus vite et plus loin, et je vous montre ici le scénario net zéro de l'AIE. L'AIE a produit en 2021. Ils ont attendu que j'ai quitté la maison pour le faire. Ça faisait 15 ans que j'essayais de le réclamer, mais ils ont attendu que je sois parti pour le faire, c'est très sympa. Et ils ont fait un scénario net zéro, et voilà ce que ça donne pour ce qui est de l'électricité. Donc les fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole, ça doit tomber à zéro pratiquement en 2040 et en 2050. Il y en a un tout petit peu qui reste et qui est capturé. Ça c'est le nucléaire. Donc le nucléaire, vous voyez là, il double dans le monde. Bon, c'est pas gagné, mais c'est pas impossible. Voilà les autres renouvelables. Donc ça c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité c'est déjà plus que le nucléaire aujourd'hui. Ça continuerait à grimper un peu plus vite que le nucléaire. Il y a la bioénergie et les déchets dans la production électrique. Il y a d'autres renouvelables. Bon, de la géothermie ou d'autres, et puis il y a le solaire et l'éolien.
Alors, voilà, c'est ça, c'est considérable. Alors vous allez dire, mais cette croissance de la consommation d'électricité, c'est pas raisonnable. En fait, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que dans ce même temps, l'électricité qui aujourd'hui fait 20% de l'énergie finale est appelée à faire plus de 50% de l'énergie finale. C'est-à-dire de remplacer les carburants et les combustibles dans les bâtiments, l'industrie et les transports. Et c'est pour ça qu'il y a une telle croissance de la consommation d'électricité. C'est parce qu'on sait faire de l'électricité décarbonée, alors que c'est beaucoup plus compliqué de faire des carburants. D'ailleurs, dans carburant, on entend carbone, des combustibles décarbonés. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va utiliser cette électricité décarbonée pour décarboner aussi ce qui aujourd'hui n'est pas électrique. Et c'est pour ça qu'il y a une telle croissance. Et c'est parce qu'il y a une possibilité de développer le solaire et l'éolien sur ce rythme. Vous voyez que pour l'électricité, on passerait de aujourd'hui moins de 30 000 TWh, c'est-à-dire 30 000 milliards de kilowattheures, à plus de 70. Voilà. Au-dessus, il y a un peu d'hydrogène et d'ammoniac, mais je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça ne devrait pas être là. Alors, l'électrification, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une source importante d'économie d'énergie. Et vous allez voir que dans le scénario net zéro, la demande d'énergie primaire, cette fois, c'est tout ce qu'on va extraire, produire comme énergie non transformée pour fabriquer les carburants, les combustibles et l'électricité, elle est constante, elle n'augmente pas. Et si elle n'augmente pas alors que l'électricité augmente tellement, c'est parce que l'électricité va permettre de faire des économies d'énergie considérables. Exemple, dans les transports, vous mettez du carburant dans le moteur d'une voiture, vous avez surtout des pertes. Le moteur d'une voiture, c'est efficace à 25% en moyenne, alors peut-être 40% sur autoroute à vitesse régulée, 15% en ville, etc. Voilà, on est plutôt dans les 25%. Vous passez à l'électricité, vous avez peu de pertes. Alors évidemment, si on compte toutes les pertes, le chargeur, la distribution de l'électricité, etc., on va arriver à 20-25% de pertes. Donc au total, on a une efficacité de 75% au lieu d'une efficacité de 25%. Donc on est 3 fois plus efficace. Si on fait dans les bâtiments, on se dit, il n'y a pas tellement de pertes dans l'utilisation des combustibles. Si on a une chaudière bien réglée, il y a un peu de pertes dans les fumées, mais pas tellement. Si on a un système à condensation, on récupère l'essentiel de ces pertes. Il n'y a pas tellement de pertes, on ne peut pas faire tellement mieux. Regardez ça avec une efficacité de 85%, c'est difficile de faire mieux. Et en fait, si, on peut faire mieux, parce que si on prend une pompe à chaleur, on a un système qui va aller mécaniquement chercher des calories à l'extérieur de la maison, dans l'environnement froid, et les mettre à l'intérieur de la maison, dans l'intérieur chaud. Alors ça fait un peu mystérieux dit comme ça, mais dites-vous que c'est exactement ce que fait un frigo. Un frigo va prendre des calories dans l'intérieur froid et les mettre à l'extérieur dans l'extérieur chaud. Là c'est pareil, sauf que l'extérieur et l'intérieur sont inversés. Mais c'est le même type de fonctionnement. C'est comme un frigo à l'envers. Et donc en fait, on va utiliser un peu d'électricité pour produire beaucoup plus de chaleur. 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de chaleur qu'on aura consommé d'électricité, parce qu'on sera allé puiser cette chaleur dans l'extérieur plus froid. Voilà. Et donc on peut faire aussi d'énormes progrès. Alors, la transition énergétique en France, elle a certaines particularités, notamment notre programme nucléaire, mais elle répond quand même au même grand principe. C'est-à-dire que, voilà telle qu'elle est définie par la stratégie nationale bas carbone, en 2021, on consommait 1600 TWh d'énergie finale. Tout confondu, les carburants, les combustibles, l'électricité. Là-dessus, il y avait 475 TWh d'électricité, je crois. Et puis, l'idée, c'est ça va se réduire, pardon, ça va se réduire, on va le réduire par des économies d'énergie, donc les passoires thermiques, on va rénover, des choses comme ça, mais aussi par l'électrification elle-même. Et au lieu qu'on ait, aujourd'hui, on a 27% d'électricité dans ce mix, on a 15% d'ENR hors électricité, donc ça c'est la biomasse, c'est certains des déchets qui peuvent être considérés comme renouvelables, ça peut être du solaire thermique, etc. Et puis on a des fossiles pour près de 60%. Eh bien on va passer à un autre système où on aura
une majorité d'électricité. Plus de la moitié de notre énergie finale, ce sera de l'électricité, de façon à réduire, à supprimer quasiment la part des fossiles, vous voyez qu'il en reste un tout petit peu ici, et à surtout avoir un mix de renouvelables non électriques et surtout de renouvelables électriques. Puis un petit peu d'hydrogène. Alors, du coup, on prévoit une croissance rapide de l'électricité. Il y a 2 ans, 3 ans, RTE avait sorti une grande étude sur laquelle je vais revenir, qui s'appelle le Futur énergétique 2050. Et il prévoyait une consommation en 2050 d'environ 640 TWh. Et puis là, récemment, enfin ça a commencé en juin, puis ils l'ont encore accentué en septembre, RTE nous dit non, ça va arriver dès 2035. Alors, bon, c'est discutable, hein, c'est discutable, mais quand même c'est intéressant à regarder. Ça c'est la consommation d'électricité aujourd'hui, donc elle est plutôt à la baisse. Hein. En 2022, on a eu à la fois une baisse de production du nucléaire avec la corrosion contrainte, et puis la guerre en Ukraine qui a fait grimper les prix du gaz, donc l'électricité a coûté très cher. Alors les particuliers ont été protégés par le bouclier tarifaire, mais pas les boulangers, pas les petits commerces, pas les petites entreprises et pas les grosses entreprises. Donc les entreprises ont fait beaucoup d'efforts pour économiser l'électricité. Donc voilà, on a eu cette baisse de la consommation, une stagnation ici. Voilà. Je pense que ça va repartir. Alors tiré par l'électrification dans l'industrie, dont une partie pour faire de l'hydrogène à usage industriel, les data centers, et ça risque d'aller vite avec l'intelligence artificielle, et puis l'électrification des véhicules. Voilà. Alors ensuite, il y a 2 choses qui sont intéressantes à regarder, c'est les bâtiments, ça ne bouge pas beaucoup. Pourquoi ça ne bouge pas beaucoup alors qu'on va développer les pompes à chaleur? Eh bien simplement parce que les pompes à chaleur vont pour une part remplacer des combustibles fossiles, donc du gaz ou du pétrole, hein, du fioul, dans des chaudières à fioul. Et ça va augmenter la consommation d'électricité. Mais ça va aussi remplacer de l'électricité pas efficace, des radiateurs à effet Joule. Et donc là, ça va diminuer la consommation d'électricité. Et donc, en gros, RTE estime que, le réseau de transport d'électricité, estime que la consommation résidentielle et tertiaire va pas bouger. Voilà, ce qui va bouger, c'est les data centers et puis les véhicules. Alors là, il y a quelque chose que je ne suis pas très convaincu, c'est mobilité lourde, e-carburant. J'y crois pas une seconde, je pense que ce sera moins, parce que je pense qu'on va électrifier aussi les camions et que ça consommera 3 fois moins d'électricité ou 5 fois moins d'électricité que si on faisait des e-carburants. Voilà, mais à ce détail près, ça nous amène quand même vers 600 TWh alors qu'on est aujourd'hui à 475. Hein, donc ça va faire quand même une forte augmentation en assez peu de temps, en 10 ans, 12 ans. Alors, les bons côtés, c'est que ça va aussi réduire la pollution atmosphérique, hein, que ce soit les particules fines, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, les composés organiques volatiles, tout ça c'est bien. Rappelez qu'on évalue à 40 à 50 000 décès prématurés par an le coût de la pollution atmosphérique qui vient essentiellement des consommations d'énergie. Pas exclusivement, mais essentiellement. Ça va réduire aussi la dépendance énergétique de la France, hein, qui fait entre 25 et 80 milliards d'euros par an d'achat de combustible à l'étranger. Une fois déduit d'ailleurs les ventes d'électricité, parce que là on vend de l'électricité, et puis qui a atteint en 2022 plus de 116 millions d'euros, milliards d'euros. Voilà, donc ça fait quand même une petite somme. Alors je reviens sur l'étude de RTE 2050, Futur énergétique 2050, qui est publiée en 2021, et qui nous dit on peut faire 6 scénarios crédibles pour la production d'électricité dans le futur, dans un monde, une France qui décarbone. Hein, donc où l'électricité devient l'énergie dominante à plus de 55%, etc. Il y a 3 scénarios qui sont sans nouveau nucléaire. Alors le nucléaire qui est là en jaune, pardon, excusez-moi, voilà, qui est là en jaune, il ne disparaît pas du jour au lendemain. Il y a un scénario où il disparaît très vite, c'est un peu le scénario Mélenchon, je dirais, puisque LFI est pour faire disparaître le nucléaire très rapidement.
Et donc il faut monter les renouvelables extrêmement vite. Et puis il y a un petit reste là en rouge, c'est le thermique classique. Donc c'est du gaz ou du charbon. Alors on est en train de fermer les dernières centrales à charbon, mais il reste un peu de gaz. Et là il en reste aussi un peu. Mais c'est essentiellement des renouvelables et à partir de 2050. Et puis il y a deux autres scénarios qui sont un peu moins extrêmes du point de vue nucléaire. C'est-à-dire qu'ici par exemple, on garde un petit peu de nucléaire. Vous devinez ce que c'est, ce petit jaune là en bas? Quelqu'un, non? Quelle est la centrale qui reste là? L'EPR de Flamanville. Oui, on l'aura mis en route à ce moment-là. Il ne marchera jamais. Quand même. Oh, vous êtes incroyablement sceptique. En 2060, on l'aura mis en route. Oh, bon, donc... Ah bah il marchera, il est sur deux. Écoutez, Il aura explosé peut-être d'ici là. bon. Voilà, donc c'est quand même essentiellement des renouvelables. Si c'est pas en 2050 qu'on est presque tout renouvelable, c'est en 2060, on est presque tout renouvelable. Il y a un petit peu de thermique qui est quand même très utile pour les quelques jours où il n'y a ni soleil ni vent pendant un peu trop longtemps. Et puis là, il y a un tout petit peu de nucléaire. Bon. Et puis, mais là, il n'y a pas de nouveau nucléaire, d'accord? Sauf voilà, l'EPR, on considère que ce n'est pas du nouveau nucléaire. Il n'y en a pas d'autres. Et puis là, il y a des scénarios avec du nouveau nucléaire. Donc ici, il y a 8 EPR2. Ici, il y a 14 EPR2. Et ici, il y a 14 EPR2, des petits réacteurs modulaires et surtout des centrales actuelles qui sont gardées en vie au-delà de leurs 60 ans. Vous savez que les centrales ont été construites pour 40 ans. On a défini les règles pour les prolonger de 10 ans. L'ASN, ou le nouvel institut qui va regrouper l'ASN et l'IRSN peut-être, définira les règles pour les prolonger à 60 ans. Là, il faudra qu'ils définissent des règles pour les prolonger au-delà de 60 ans. Au motif que c'est ce que font les Américains. Alors, ce que font les Américains, c'est sur 9 réacteurs. Ils ont donné l'autorisation de principe d'aller au-delà de 80 ans, mais aucune de ces centrales n'a pour l'instant fonctionné plus de 50 ans. Hein, donc, c'est un peu tôt pour dire que les Américains ont prouvé que, dans des conditions d'ailleurs assez différentes d'utilisation du nucléaire, on pouvait faire fonctionner les centrales jusqu'à 80 ans. On n'en est pas du tout là. Bref, voilà. Dans tous les cas, même ici, bah, les renouvelables font 50% de l'électricité en 2050 et 2060. Et 50% d'une électricité qui aura augmenté par rapport à maintenant de 150 TWh. Donc, dans tous les cas, il va falloir plus de renouvelables. Alors, les centrales nucléaires, donc elles ne sont pas éternelles. Hein, il y avait plusieurs scénarios de fermeture. Ça, c'était le scénario normal, accéléré, ce qu'on voit dans le M0. Dans le N03, on ralentit. Mais quand même, on ne pourra pas les maintenir en vie indéfiniment. Hein. Donc, tôt ou tard, elles vont s'effacer. Donc, la question se pose vraiment de leur remplacement. Très souvent, sur les réseaux, on entend les gens dire « Oui, mais nous, on n'a pas besoin de renouvelables parce qu'on a du nucléaire. » Oui, on a du nucléaire, mais pour combien de temps encore, hein? La moyenne d'âge du parc, c'est de 37 ans, 30, 38 maintenant. Plus le temps que je le dis, ça fait au moins un an. Et on voit que la production du nucléaire diminue, déjà maintenant. On a été jusqu'à 415 TWh en moyenne entre 2005 et 2015, hein, après les maladies de jeunesse des derniers réacteurs construits, ça va être 2002, le dernier réacteur mis en service. Après, on a commencé à baisser, ici, puis encore ici. Après, il y a eu la corrosion sous contrainte, donc on a fermé 20 réacteurs, et parmi les plus récents. Donc on a vraiment baissé fortement. On espère remonter par là, en disant ce sera peut-être 400, ce sera peut-être moins de 300. Hein, voilà. Enfin voilà, l'idée des gens du nucléaire, d'EDF, au fond, parce que c'est EDF le producteur d'énergie nucléaire, c'est d'aller vers 360 TWh par an, alors qu'on était à 415 en 2005. De toute façon, c'est une nécessité parce que ces centrales vieillissantes, même si on réussit à les prolonger, il va falloir d'abord qu'elles passent le 4e visite décennale, ce qui prend plusieurs mois, et souvent qu'il faudra des travaux après pour remplacer ou mettre à jour un certain nombre de choses, et ça prend des mois. Et donc, comme il y en a 3 ou 4 qui devront faire ça chaque année, ben ça fait 10% de production en moins, c'est mathématique. Voilà, donc
on va vers cette diminution. Cette diminution n'a rien à voir avec le fait qu'on a de l'éolien et du solaire pour l'instant. Si on regarde de près, on s'aperçoit que la baisse de la disponibilité a été légèrement plus grande que la baisse du facteur de charge, du taux d'utilisation. Donc c'est pas parce qu'il y a des renouvelables qui les obligent à s'arrêter, ce qu'on lit aussi partout sur les réseaux sociaux, c'est les renouvelables qui obligent à... etc. C'est peut-être vrai de façon anecdotique certains dimanches très ensoleillés de l'été, ou certains jours très venteux, mais ça n'apparaît pas dans les statistiques. Dans les statistiques, on ne trouve pas ce phénomène, en tout cas pour l'instant, où les renouvelables obligeraient les réacteurs nucléaires à diminuer leur puissance et à s'arrêter. Pour l'instant, leur disponibilité a baissé un peu plus que le taux d'utilisation. Alors là, je voudrais vous montrer une diapositive d'EDF qui nous présentait l'EPR2 en 2021. Donc c'est avant le discours du président de la République qui a présenté un véritable tournant dans notre politique énergétique, le discours du 10 février 2022, 15 jours avant le début de l'opération militaire spéciale de M. Poutine en Ukraine. Discours de Belfort, où il a dit on va faire 6 réacteurs nucléaires et peut-être d'autres ensuite. Il a vraiment relancé le nucléaire ce jour-là. Donc avant, voilà ce que nous dit EDF. L'EPR2, c'est comme l'EPR mais en mieux, plus simple, moins cher, plus vite fabriqué, avec la même sécurité. Et voilà ce qu'on propose, c'est de faire une paire tous les 4 ans, en commençant entre 2035 et 2037. Alors si vous faites le compte, une paire tous les 4 ans depuis 2036, mettons, ça fait 8 en 2050. Pas 14, pas 20, pas 30, comme le disent certains fantaisistes sur les réseaux. Non, ça fait 8. Voilà ce que EDF pensait raisonnablement pouvoir faire. Et d'ailleurs, pour ceux qui en douteraient, je les invite à regarder sur le site de RTE la contribution de EDF à l'étude RTE 2050. C'est tout à fait éclairant. Voilà, donc EDF, au fond EDF était sur un scénario, si je reviens sur le scénario, c'était ce qu'on appelait le scénario N1. Est-ce qu'on peut y revenir rapidos? Oui. Le scénario N1, c'est-à-dire celui-là. Dans celui-là, vous avez du nucléaire en 2050-2060 qui est fait 25% à l'œil nu, là. Enfin, 20%, 25% de l'électricité, puis les renouvelables, c'est 75%. Voilà, ça c'est ce qu'EDF se sentait de faire. Ce qu'a dit le président de la République en février 2022, c'est donc non, on va faire ça. Avec un seul opérateur qui lui-même dit qu'il peut faire ça. Bon. Donc on verra s'il peut le faire. Toujours est-il que cette électricité des nouveaux réacteurs n'interviendra pas avant 2035 au plus tôt, si tout se passe comme sur les roulettes. Et d'ici là, on va avoir une forte augmentation de la demande. Alors peut-être pas 650, je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Je pense que 600, ce serait déjà bien. Mais qu'est-ce qu'il y a pour faire cette augmentation-là? Là, une petite remontée du nucléaire suite à la corrosion sous contrainte, et puis le reste, c'est forcément des renouvelables. Donc il faut forcément... Alors, les renouvelables, on regarde le détail, ça c'est l'éolien offshore. L'éolien offshore, il commence à monter en puissance à partir de 2030, jusque-là c'est quand même... parce que c'est quand même très lent à développer. Et donc en attendant, il y a le soleil et l'éolien terrestre. Et quand vous entendez nos responsables politiques aujourd'hui, ils vous parlent du solaire, ils vous parlent de l'éolien offshore, ils développent l'éolien offshore, je crois qu'ils essayent de faire ce qu'il faut pour l'éolien offshore. Pour le solaire, je suis un peu plus nuancé. Et ils ne vous parlent jamais d'éolien terrestre. C'est le côté honteux de la politique énergétique française. On n'en parle pas, on en fait un peu, on continue le rythme doucement, un petit gigawatt par an. Mais il est hors de question de monter à 2 ou 3 gigawatts par an, ce qu'on pourrait parfaitement faire, parce que ça va enflammer Stéphane Bern, Alain Finkielkraut et Madame Macron. Et nous aussi. Ah, très bien. Et Jordan Bordella, oui, je ne le dis pas. Les figurés. Le peuple aussi. Ouais. Le Et peuple, l'immobilier qui en prend un coup aussi. ça reste à Ah ouais, démontrer. ça reste pas. Ça reste à démontrer. Ah non, c'est tout à fait réel. Écoutez, on en parlera. Mais non, on en parlera absolument. Alors, un scénario sans regret,
ça consisterait à développer les énergies renouvelables comme si elles étaient seules. Parce qu'il y a trop d'incertitudes sur le nucléaire. Avec la prolongation du nucléaire existant, tant que la sûreté le permet, c'est la seule façon de redevenir autosuffisant et même excédentaire, en fournissant assez d'électricité pour progressivement décarboner les combustibles fossiles, remplacer les combustibles fossiles dans les bâtiments, l'industrie et les transports. Et puis, si les centrales peuvent être prolongées au-delà de 50 ans, ce qui n'est pas encore démontré, si des réacteurs nouveaux peuvent produire de l'électricité à partir de 2035, il sera toujours temps de réduire le rythme de déploiement des énergies renouvelables. Mais il ne faut pas le faire avant. Ralentir avant, c'est se mettre dans une situation de grande précarité, où on va ralentir la décarbonation de toute l'Europe, et on va le payer très cher économiquement. Voilà, je passe aux défauts présumés des énergies renouvelables. Alors, je commence par la variabilité, parce que c'est celui qui est le plus souvent invoqué. Donc, c'est vrai, d'abord, il y a quand même une chose à dire, c'est que la demande d'électricité, elle varie elle-même. Hein. La variabilité n'est pas une chose nouvelle pour les gestionnaires de réseau, mais quand s'ajoute à la variabilité de la demande une variabilité dans la production, bah, vous avez des écarts qui grandissent. Hein, et vous avez des moments où il peut y avoir des possibles excédents, vous avez une faible contribution à la demande de pointe, vous avez des rampes qui peuvent être plus longues et plus fortes, donc vous avez une difficulté de gestion qui serait absurde de nier. En même temps, vous lisez des choses parfois surréalistes, on vous dit qu'il va falloir stocker des quantités considérables d'électricité de l'été pour l'hiver, il faudrait construire des barrages immenses et noyer des vallées entières pour stocker cette électricité, pardon. Des bassines, il faudrait construire des Oui, bassines. des immenses bassines. Mais des immenses bassines. Regardez ce que dit Jean-Marc Jancovici dans sa bande dessinée là-dessus, sur les conditions de stockage, c'est délirant. Et pourquoi c'est délirant? Parce que jamais ils ne regardent les renouvelables dans leur entièreté, dans leur complémentarité. Et là, si vous regardez par exemple, en gros, l'éolien ça marche bien l'hiver, et le soleil ça marche bien l'été. C'est comme ça. Et donc ça se complète assez bien sur un rythme mensuel. Ça ne veut pas dire dans le détail, mais quand même, ça veut dire que le déséquilibre saisonnier est beaucoup moins prononcé, comme on le voit dans certains modèles, parce que voilà, en juillet on a du soleil et en décembre on a de l'éolien. Après, vous avez beaucoup de dimensions de la flexibilité. Vous avez un développement amical pour le système, je vais y venir, c'est-à-dire qu'on peut avoir des éoliennes qui, par exemple, produisent de façon beaucoup plus régulière et non pas de façon beaucoup plus heurtée. Je vais vous montrer ça dans une minute. Vous avez les réseaux électriques qui permettent de répartir sur une plus grande échelle la variabilité. Vous avez la production thermique en dernier recours. Vous avez du stockage avec des bassines qui ne sont pas forcément géantes. Vous avez la gestion de la demande qui est une dimension très importante. Et l'hydrogène, tout ça? Je vais en parler aussi, si vous voulez, mais c'est le dernier maillon de la chaîne. Non, parce qu'on en produit déjà un petit peu, à titre expérimental en France et les prochaines en Belgique. On en produit un petit peu, mais surtout, on en produit surtout de façon pas écologique du tout. Hein, l'essentiel Au Croisic, on fait 4 tonnes d'une manière oui, expérimentale. oui, pour l'instant. oui, bah, oui. Avec Non, mais on sait produire. Oui, on un sait. développement en Belgique l'année prochaine. Oui, on sait produire un peu d'hydrogène. Je viendrai sur l'hydrogène après. Ça peut péter. Je vais d'abord, si vous me le permettez, parler des éoliennes et des systèmes renouvelables qui sont plus amicaux pour le système, qui facilitent leur propre gestion. Et je vais vous montrer ça avec les éoliennes au fil des années, comme elles ont grandi, à partir des monuments ici allemands et d'Airbus. Pourquoi j'ai choisi ce graphique-là? Parce qu'il montre ici, c'est intéressant, je trouve, que l'éolienne la plus grande, ici, elle est en fait moins puissante que celle-là. Et c'est parce que l'évolution a tendu à faire des éoliennes toujours plus grandes et globalement plus puissantes, mais malgré tout, on a diminué la puissance sur les derniers modèles de façon à augmenter considérablement le facteur de capacité et à produire une électricité beaucoup plus régulière, ce qui facilite l'intégration et diminue les coûts de connexion. Et c'est le sens de l'histoire parce que de plus en plus souvent, on va devoir avoir une énergie aussi régulière que possible pour en faciliter la gestion. Et puis il y a les options de réponse de la demande, donc les véhicules électriques qui vont fournir des opportunités massives avec leurs batteries, parce que leurs batteries
ça sert pour l'autonomie, mais ça peut aussi servir pour stocker l'électricité renouvelable dans le système, les chauffe-eau thermodynamiques et les machines programmables, le stockage de froid, hein, il n'y a pas que le stockage de chaud, il y a le stockage de froid, la clim. La clim n'a pas forcément... Dans les pays chauds, par exemple, où c'est le soleil qui tire la demande de climatisation, on peut très bien imaginer de continuer à faire marcher la climatisation après le coucher du soleil avec une puissance extrêmement réduite, en ayant stocké du froid aux heures où il y a beaucoup de soleil. Simplement dans de l'eau glacée, voire de la glace. Puis il y a des flexibilités nouvelles qui apparaissent, notamment celle-ci, c'est la flexibilité dans l'industrie. Vous savez que la chaleur industrielle, c'est un quart de l'énergie totale dans le monde. Maintenant, on sait stocker cette chaleur dans des briques réfractaires à très haute température, chauffées directement par l'électricité. Donc on prend 5 ou 6 heures de photovoltaïque, on chauffe à plus de 1000 degrés les briques réfractaires, et ensuite on en extrait la chaleur pour faire fonctionner des processus industriels en continu 24 heures sur 24. Voilà ce qu'on sait faire avec Rondeau et quelques autres sociétés qui ont développé ça ces dernières années et qui commencent à le mettre en œuvre. Alors un autre souci est celui de l'artificialisation. Donc les éoliennes en réalité artificialisent extrêmement peu les sols. C'est-à-dire que la surface effectivement imperméabilisée ou la surface artificialisée est excessivement petite. Ici, on voit c'est surtout les routes d'accès qui sont artificialisées par rapport à l'éolienne, et ce n'est pas du tout l'ensemble de la superficie sur laquelle l'éolienne agit, ou sur laquelle se déploient les vents qui agissent sur l'éolienne, qui sont artificialisés, pas du tout. Et il peut y avoir beaucoup d'activités, en principe pas d'habitat, dans un rayon de 500 mètres, mais il peut y avoir beaucoup d'activités entre les deux. En tout cas, il n'y a pas d'artificialisation. Curieusement, les centrales solaires artificialisent encore moins les sols que les éoliennes. Et vous avez ici l'exemple avec des pieux vissés dans le sol. C'est les seuls endroits réellement imperméabilisés avec évidemment le poste de livraison, éventuellement une citerne. Et tout le reste, au fond, il peut y avoir un problème d'ensoleillement. Alors ensuite, il y a plusieurs techniques pour ou bénéficier de cet ombrage, ça dépend où on se trouve, ou le réduire ou le faire varier au fil du temps. Mais ce n'est pas de l'artificialisation, au contraire, on peut avoir des espaces naturels inédits, si j'ose dire, dans une centrale solaire. Jean-François a évoqué tout à l'heure les biocarburants. Je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce petit calcul. Combien de kilomètres on fait avec une voiture électrique et du photovoltaïque, alimentée à partir d'un hectare de photovoltaïque, c'est-à-dire sur 1 hectare de terrain, hein, on met du photovoltaïque, et combien on fait en biocarburant. Quel est le rapport entre les deux distances? J'ai fait le calcul de plusieurs façons, les résultats ne sont pas exactement correspondants. Ici, voilà, on a pris 1 hectare, on met 1 mégawatt de photovoltaïque à peu près, ça fait 1200 mégawattheures d'électricité, c'est une moyenne française pas très forte. La consommation moyenne d'une voiture électrique, c'est 17 kWh au 100 km, ça fait 7 millions de kilomètres par an. Biocarburant, 1 hectare de céréales, 3500 litres de bioéthanol, 7 litres d'essence, 8 litres de bioéthanol au 100 km, ça fait 42 600 km par an, soit 164 fois moins. Alors, dans mon livre sur la voiture électrique, je donne un autre calcul à partir des chiffres globaux pour la France, les surfaces de biocarburant en France, la production telle qu'elle est estimée par les organismes officiels, 37,2 milliards de kilowattheures par an, la surface photovoltaïque qui serait nécessaire pour avoir 125 gigawatts, c'est-à-dire 125 000 hectares, ça produit environ 150 000 TWh par an, l'efficacité moyenne des moteurs thermiques et l'efficacité moyenne des moteurs à traction électrique, et je fais les ratios et je trouve à peu près 100. Voilà. Donc on est en gros dans les mêmes ordres de grandeur. Il y a des papiers qui montrent la même chose, des papiers scientifiques, dans une revue à comité de lecture. Il y a en gros un écart de 100 à 200 entre ce qu'on peut parcourir avec 1 hectare équipé en photovoltaïque et de voiture électrique, et puis ce qu'on peut parcourir avec 1 hectare de biocarburant et une voiture thermique. Je n'ai pas tout à fait fini avec l'artificialisation. Ça, c'est les objectifs français, c'est-à-dire le rythme historique d'artificialisation. La mesure est très vague, il y a beaucoup de mesures différentes, mais on va prendre celle-là.
Et l'objectif qui est de diviser ça par deux, hein, c'est l'objectif de division par deux des surfaces. Et voilà ce que le système électrique, tout compris, entraîne comme artificialisation, selon les différents scénarios. Le N03, le plus nucléaire, c'est un peu moins. Le M0 ou le M1, le M23 qui sont 100% renouvelables, presque 100% renouvelables à la fin. C'est un peu plus, mais finalement, y compris avec les réseaux électriques, c'est très peu par rapport à l'ensemble des surfaces qu'on artificialise. Et voici une autre démonstration. Vous avez ici la surface totale de la France métropolitaine, alors découpée en pourcents. Hein. Vous avez 10 sur 10, ça fait 100. Vous avez tout ça, c'est des forêts semi-naturelles. Ça, c'est les terrains artificialisés. Et ça, c'est les territoires agricoles. Là-dessus, il y a 1 à 2%, ils ont mis 1%, mais c'est plutôt 1 à 2%, plutôt 2% en fait, de terrains dédiés à la première génération des agrocarburants. Et on va regarder ce dernier pourcent-là, on va l'éclater. Ça donne ça. Voilà ce qui... Ça, c'est déjà artificialisé, on voit l'artificialisation par les bâtiments, les routes, etc. Ça, c'est les sports et les loisirs, golf, camping, terrain, etc. Ça, c'est les aéroports. Ça, c'est le photovoltaïque qu'on a déjà au sol, et ça, c'est celui dont on aurait besoin. Vous voyez qu'on est donc dans l'ordre de 10% de 1%, c'est-à-dire 1 pour 1000. Alors, bonne question. Je pense que c'est scénario... C'est 2035, c'est le scénario N2 2050, ou le scénario... Non, N2 à 2050, ou un autre scénario à 2035. C'est le scénario 2035, c'est plutôt ouvert sur les scénarios... C'est dans le cas où il y a beaucoup de guerre, c'est ça? C'est N2 en 2050, mais c'est... Je ne sais pas quel scénario c'est, parce que c'est l'objectif à 2035, donc a priori il continue à se développer en 2050. C'est pour donner l'ordre de grandeur, on est à 1 pour 1000. Voilà, ça c'est pour les éoliennes. Revenir sur les éoliennes, c'est les causes anthropiques de décès des oiseaux en Allemagne, l'agriculture, ici, les immeubles et les vitres, les chats, le trafic routier. Je conteste totalement par rapport aux chats, parce que j'ai lu les études qui ont été faites par rapport à ça. Oui. Elles sont, pour moi, elles reviennent à laisser des chats sans manger pendant une semaine, on les met dans une volière et on compte le nombre d'oiseaux qu'ils tuent. Si, j'ai lu ces études. L'étude de la LPO en 2019. De nombreux chats vivent en immeuble, dans des maisons, tous les chats ne chassent pas des oiseaux. Ça a été construit par des gens qui veulent se débarrasser des chats, peut-être des chasseurs ou autres. Mais moi, je conteste totalement que les chats tuent autant d'oiseaux que ça. Ça, c'est totalement faux. D'accord. Ensuite, on a les lignes électriques, la chasse, et à la fin, les éoliennes. Voilà. Ce qui m'intéresse quand même, c'est les ordres de grandeur. C'est éclairant. Ensuite, dernier point, les besoins en minéraux, et je vais bientôt avoir fini, rassurez-vous. Donc c'est surtout les renouvelables, mais surtout les véhicules électriques qui ont besoin de minéraux, c'est incontestable. Hein. Vous regardez les besoins en minéraux des véhicules électriques, c'est bien plus important que ceux des véhicules conventionnels. Dans la génération électrique, c'est vrai aussi que l'éolien et le photovoltaïque ont besoin de plus de minéraux que le nucléaire, et évidemment le charbon et le gaz qui ont par ailleurs besoin de minéraux de combustible. Hein. Donc ça c'est hors combustible, c'est juste la construction des centrales. Donc à prendre avec des pincettes. Et ça fait une multiplication relativement importante. Alors, faire attention, certains minéraux sont très peu utilisés aujourd'hui, donc les augmentations sont importantes, et c'est des augmentations pour la production d'électricité et de stockage. C'est pas pour tous les usages. C'est très important d'avoir ça à l'idée, parce que les pourcentages ne sont pas du tout les mêmes si on regarde tous les usages. En réalité, dans la transition énergétique, l'extraction minière diminue. Là, on prend le total des roches extraites ou déplacées, et on voit que la baisse du charbon est tellement considérable qu'elle économise des tonnages déplacés par milliards de tonnes par an, nécessaires pour la production de métaux pour les transports ou pour les énergies renouvelables.
Alors ça ne dit pas tout des dangers ou de la pollution qui est entraînée par le charbon, par le pétrole ou par les métaux. Chacun est différent, chacun subit des traitements différents, donc entraîne des risques environnementaux différents. Mais c'est quand même intéressant d'avoir une idée des ordres de grandeur, c'est-à-dire que l'extraction totale ne va pas augmenter, elle va diminuer dans la transition écologique, contrairement à ce qu'on dit souvent. Et puis je vais finir avec ça. On n'a pas idée généralement de ce que c'est que l'extraction des métaux. On nous parle du lithium, du cobalt, du nickel, qui sont des nains dans l'extraction dans le monde minier. Ce qui compte dans la mine, c'est d'abord le fer. Vous avez ici les milliards de tonnes de concentré extrait, donc on est à 3 et quelques. C'est ensuite le cuivre, on est à 2,7. C'est ensuite l'or, on est à 2. Et comme les ratios de métal par rapport à la roche sont extrêmement différents d'un métal à l'autre, c'est pour obtenir, dans un cas, 2 milliards de tonnes de fer, 2 milliards et demi, dans l'autre cas, 21 millions de tonnes de cuivre, et dans le dernier, juste 300 000 tonnes d'or. Mais ça représente 80% du travail minier. Puis il y a les autres, alors il y a tous les autres, notamment la bauxite, le zinc, le nickel, le platine, les platines, l'uranium, le plomb, et là il y a le titanium, je crois. Voilà. Donc là-dessus, il y en a deux qui sont concernés par la transition énergétique. Le cuivre, qui est le métal le plus concerné en réalité par la transition énergétique, parce qu'il est partout. Il est dans les réseaux électriques, il est dans les pompes à chaleur, il est dans les voitures électriques, il est dans les batteries. Alors que sur le fer, sur l'or, la transition énergétique ne joue pratiquement pas, et sur la plupart des autres non plus. Donc le cuivre est le métal qui compte, et c'est intéressant de regarder d'un tout petit peu plus près ce qui se passe, parce qu'il y a souvent une incompréhension forte de ce qui se passe. En 70, on exploitait des gisements avec des teneurs de 1,7% en moyenne de cuivre. On estimait alors les réserves à 280 millions de tonnes et les ressources à 1,6 milliard de tonnes. Aujourd'hui, on a des gisements beaucoup plus pauvres en cuivre. Alors on lit partout, mais c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'on approche de la fin. Bientôt, on n'aura plus de cuivre, on n'aura plus pouvoir. La transition énergétique va devoir s'arrêter à cause de ça, ou alors ça va coûter extrêmement cher en énergie pour sortir ce cuivre, et donc le bénéfice de la transition énergétique va être perdu à cause de l'exploitation minière. Voilà ce que j'entends à peu près tous les jours, ce que je lis tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux. La réalité est très différente. Depuis 1970, on a extrait 650 millions de tonnes de cuivre, bien plus que les réserves qu'on estimait à l'époque. Les réserves sont désormais estimées à 880 millions de tonnes. Les ressources identifiées à 2,1 milliards et les ressources non découvertes, mais pour lesquelles il y a des indices géologiques, à 3,5 milliards de tonnes. Et entre-temps, le progrès technique a permis d'extraire le cuivre de gisements plus pauvres avec la même quantité d'énergie et des émissions de CO2 moindres, comme vous pouvez le voir avec ces trois images. Ici, on a du solaire thermique pour le traitement du cuivre au Chili, qui remplace des combustibles fossiles. Ici, on a un camion minier électrique à Catenaire, dans la mine de fer de Boliden, en Suède. Donc on électrifie aussi ces camions-là. Et ici, on a un camion minier électrique à batterie en Australie, qui commence à apparaître. Donc on est en train d'électrifier les mines, comme le reste, comme l'ensemble des industries, pour décarboner aussi ça, et pour pouvoir avoir le cuivre dont on aura besoin dans les 30 prochaines années. Après quoi, le recyclage devrait permettre d'apporter des quantités croissantes de cuivre, parce qu'il y a quand même une grande différence entre les combustibles fossiles et les métaux. C'est que les combustibles fossiles, vous les extrayez une fois, vous les brûlez, ça fait du CO2 dans l'atmosphère. Les métaux, vous les sortez une fois, et ensuite vous les réutilisez, puis vous les réutilisez, puis vous les réutilisez. Alors c'est jamais parfait, c'est jamais 100%, il faudra toujours un petit filet de métaux neufs, mais au-delà de la transition, en gros, le problème minier est un problème transitoire. Voilà ce que je voulais dire dans la transition. Mais ensuite, on arrive à une situation qui va être beaucoup plus satisfaisante. Au fond, pourquoi? Parce que la grande transition démographique de l'humanité sera terminée, vers 10 milliards d'habitants, peut-être 11, peut-être 9, on ne sait pas. Une bonne partie de sa transition économique sera terminée, c'est-à-dire que de la même façon que 2 milliards d'individus sont sortis d'une pauvreté abjecte dans les 30 dernières années, malgré tout, en Chine et ailleurs, dans des conditions politiques discutables, il y en a encore 2 milliards qui sont dans une grande pauvreté, mais qui vont arriver à un certain niveau. Et ensuite, on peut penser qu'il y aura un ralentissement économique, comme il y a déjà aujourd'hui,
dans les pays industriels et en Chine maintenant. Voilà, la croissance de la demande d'énergie reste tirée par les pays les plus pauvres, mais ça ne durera pas indéfiniment sur ce même rythme. Et sur un rythme plus apaisé, eh bien, on sera capable de remplacer les combustibles fossiles par les renouvelables. Voilà, je vous remercie de votre attention. 1h02. Oui, bonjour. Je suppose que vous connaissez les thèses de Jean-Baptiste Fressos. J'ai lu des articles récemment dans la presse sur son bouquin concernant l'histoire de l'énergie. Et bon, j'ai pas lu le bouquin, j'ai lu que les articles de presse. Il a l'air de dire qu'il n'y aura pas de suppression d'énergie, puisque dans l'histoire humaine, dans l'histoire des sociétés et avec le développement économique, les nouvelles énergies se sont toujours ajoutées aux anciennes, et qu'ainsi aujourd'hui on consomme encore plus de bois qu'on en consommait à l'époque où c'était la principale source d'énergie. Donc bon, par rapport au schéma général que vous présentez, qu'est-ce que vous pensez de ces thèses? Bon, je suppose que vous devez les connaître. Je réponds au fur et à mesure. Plusieurs questions. C'est comme vous voulez. On répond tout de suite. Alors, Jean-Baptiste Fressos, qu'est-ce qu'il fait? Il tire du passé des leçons pour l'avenir dans des circonstances qui n'ont strictement rien à voir. J'ai des slides, je pourrais vous montrer, j'en ai montré assez là, mais ça fait des années que je montre l'empilement des énergies. C'est bien connu. Si vous le prenez sur le site Chronique de l'Anthropocène d'Alain Grandjean, vous trouverez aussi un scénario dessiné en 2015, je crois, qui montre, enfin un scénario, un graphe historique qui montre l'empilement des énergies depuis le début du XXe siècle. C'est tout à fait exact. Les énergies se sont ajoutées les unes aux autres. So what? Est-ce que, parce que ça s'est passé dans le passé, ça doit nécessairement se passer pareil à l'avenir? Je ne vois aucune causalité, aucun raisonnement de causalité. Jamais jusqu'à présent, on a voulu supprimer des énergies. Les énergies se sont ajoutées parce qu'elles étaient disponibles, parce qu'elles étaient là. On n'a jamais dit on va arrêter d'utiliser du bois énergie. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit on va arrêter le pétrole, enfin sauf depuis quelque temps. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait supprimé ces énergies parce que de nouvelles arrivées? Il n'y avait aucune raison de le faire. On est dans un contexte complètement différent. Pour deux raisons. La première, c'est que on a décidé d'arrêter les émissions de CO2 le plus vite possible et à quelques marges près peut-être de capture de CO2, mais j'y crois pas beaucoup, disons un petit peu dans quelques cas extrêmement limites. Ça veut dire arrêter de consommer des combustibles fossiles. Et la COP 28 a fini par l'admettre, hein, mais c'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques pays dont toute l'économie est tirée par la vente des hydrocarbures, donc ils ont résisté tant qu'ils ont pu à cette évidence. Et puis l'autre raison, c'est ce que je vous disais à l'instant sur la saturation des besoins, qui n'est pas totale, qui n'est pas absolue, mais qui quand même, on a une croissance de la consommation d'énergie qui a été comme ça et qui va finir par être comme ça. Il n'y a aucune raison de se prolonger sur un rythme exponentiel indéfiniment, alors que la croissance démographique va elle-même s'arrêter et que la croissance économique fléchit, je vous dis, maintenant en Chine, après avoir déjà fléchi dans tous les pays industriels. Donc il y a ces deux raisons dont il ne parle pas dans son bouquin, qui me paraissent juste majeures. Alors après, quand on le pousse dans ses retranchements, il dit non, moi j'ai pas dit que c'était comme ça dans le futur parce que c'est dans le passé, j'ai dit ça parce qu'il y a l'intrication des énergies. Alors l'intrication des énergies, ça veut dire quoi? Ça veut dire, effectivement, on a continué d'utiliser du bois énergie, mais on a aussi utilisé du bois de mine pour faire des galeries de mines, pour aller chercher le charbon. Et donc c'était du bois qui n'était pas du bois brûlé pour faire de l'énergie, mais c'était quand même du bois qui servait à obtenir de l'énergie, et donc la consommation de bois a augmenté. Bon, de la même façon aujourd'hui, c'est des reproches qu'on fait aux éoliennes, aux panneaux solaires, on les construit dans le monde d'aujourd'hui, donc on les construit avec les techniques d'aujourd'hui, avec les énergies d'aujourd'hui, donc on les construit avec du fossile, forcément.
parce qu'on ne peut pas faire surgir quelque chose de rien. Donc on utilise ce qu'on a aujourd'hui, donc c'est du fossile. Et donc les premières éoliennes ont une teneur, le kilowattheure éolien a une certaine teneur en CO2, le kilowattheure solaire a une certaine teneur en CO2, parce qu'il est né dans un monde fossile. Et alors, c'est pas destiné à durer toujours, ça n'a aucune raison de durer toujours. Et c'est pas parce qu'on utilise aujourd'hui des fossiles pour fabriquer des voitures électriques, des pompes à chaleur, des éoliennes et des panneaux solaires que ça remet en cause la transition énergétique. Que pensez-vous de la politique de la biomasse? J'ai vu des émissions ahurissantes, notamment par Hugo Vincent, qui s'appelle Sur le front. Sur le front, voilà. Notamment l'exploitation des forêts, où des coupes rases sont faites avec des machines effroyables, et le bois est débité, alors on passe du beau chêne, on passe n'importe quoi. Et après, le propriétaire perçoit de l'argent du public pour replanter une même essence d'arbres, notamment du pin. Et que pensez-vous également, donc ça c'est complètement ahurissant, et que pensez-vous également du biogaz? On est en train d'installer des méthaniseurs. Maintenant, les éleveurs préfèrent élever des vaches, non pas pour produire du lait ou de la viande, mais pour produire uniquement du gaz, qui a une émission, je crois, 30 fois plus élevée. Au potentiel de réchauffement global, 28 fois plus élevé. Réchauffement climatique, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça aussi, c'est complètement ahurissant. Alors après, ils font des épandages, parce qu'évidemment, alors, non seulement ils élèvent des centaines de vaches comme ça, en stabilisation, et ils produisent également du maïs uniquement pour mélanger au caca des vaches, parce que pour favoriser la fermentation. Alors du maïs qui est arrosé avec des bassines, etc. Donc là aussi, le serpent est en train de se manger la queue. Et voilà, voilà. Que pensez-vous de ces énergies dites renouvelables? On en rit, bon, enfin, non, c'est oui, pas visible. Vous l'avez peut-être vu dans mon exposé, c'est pas sur elle que je compte avant tout. Voilà, je constate qu'il y en a, je constate que dans les scénarios de l'AIE, ça continue de se développer. On me dit, mes amis à l'AIE me disent, oui, mais il y a beaucoup de potentiel qui reste inexploité en Chine, dans les déchets etc. Je ne sais pas. Je pense qu'on ne va pas supprimer complètement le bois énergie. Il y a, je crois, 1 million de foyers en France qui se chauffent avec du bois énergie. Je pense que ce n'est pas l'abomination de la désolation, mais ce n'est pas non plus mes énergies de cœur, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Et la méthanisation, je vois qu'on essaie en France, malgré tout, enfin, je vous conseille de lire le rapport du sénateur écologiste Daniel Salmon d'Ille-et-Vilaine, qui dit, voilà, il faudrait éviter en tout cas de faire des cultures énergétiques comme on fait en Allemagne pour alimenter les méthaniseurs. Il y a une discussion sur les cultures intermédiaires. Il y a des gens dans l'écologie qui soutiennent assez fortement ces énergies. C'est un peu le cas de Négawatt, je crois. Moi, je suis beaucoup plus sceptique que Négawatt sur les quantités de gaz mobilisables. Vous le verrez dans le prochain livre, d'ailleurs. Je critique gentiment Négawatt là-dessus, parce qu'ils mettent beaucoup de biogaz pour les camions, et j'y crois pas beaucoup. Donc voilà, je reste très réservé, mais alors il y a aussi d'autres gens, il y a Mark Jacobson aux États-Unis qui veut complètement éliminer toute la biomasse, et je ne crois pas non plus que ce soit hyper réaliste à court terme. Oui, je vous remercie pour votre exposé. Moi, j'ai une question. Vous parlez très peu de la... Enfin, on a l'impression qu'on peut continuer à vivre comme on vit, quoi. Avec les mêmes voitures, avec la même taille de voiture, avec le même nombre de kilomètres qu'on fait tous les ans, que les industries vont s'électriser, que je vais pouvoir continuer à aller m'acheter 15 paires de chaussures par an et 4 chapeaux et plein de sacs à main que je n'ai pas, que je porte pas. Enfin, donc, on dit qu'on consomme 2,5 fois les ressources de la planète. Donc voilà, je m'interroge un peu là-dessus. Je voulais savoir,
par rapport au nucléaire, moi je me posais la question de savoir combien de temps il nous reste d'uranium. Voilà. Parce que vous dites que le charbon va baisser, mais par contre les réserves de charbon, elles sont encore très conséquentes en fait. Hein. Il y en a pour 150 ans du charbon. Donc ça, il y en a. Et puis je voudrais savoir, puisque vous êtes là, on raconte très souvent que les éoliennes, ça ne dure que 20 ans. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on disait ça. Et puis vous allez balayer un peu vite. Alors moi je n'ai pas parlé des oiseaux, vous êtes ici au muséum de Bourges dont la spécialité est les chauves-souris. C'est la deuxième, enfin les éoliennes, d'après les études faites par les naturalistes, c'est la deuxième cause de mortalité des chauves-souris. Et donc je voulais savoir s'il y avait des études sur les éoliennes pour éviter ça. On m'avait dit qu'il y avait peut-être des pales noires ou faire des éoliennes plus horizontales. Savoir s'il y avait des études sur l'évolution. Donc notre mode de vie, alors, je vais le nucléaire et les chauves-souris. Alors, le mode de vie, je considère évidemment que les économies d'énergie et la sobriété sont des ingrédients indispensables, mais j'ai tendance à penser que de plus en plus, la sobriété est utilisée pour ne pas faire le reste. Et la sobriété dans les paroles, hein, parce qu'on ne la voit pas tellement se manifester dans la réalité, mais elle est utilisée pour dire ah ben, on n'a pas besoin de vos éoliennes et de vos panneaux solaires, la sobriété suffit. Il faut diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 10 au minimum, et je ne crois pas qu'un effort de sobriété va nous permettre de diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 10. Je crois que ça va aider pour 5%, 10%, 20%. Ce sera déjà très bien. Je crois qu'il faudrait que j'apprenne cet extrait par cœur, mais Aurélien Bigot, dans sa thèse, a montré que si on doublait les transports en commun, augmentait la marche à pied, etc., on réduira de 5% le trafic automobile. Alors c'est très bien si on réduit de 5%, même de 10% de trafic automobile, mais il faut électrifier les 90% qui restent. Moi je vis en ville, j'ai la chance d'avoir des transports en commun, j'ai pas de voiture en ville, j'en ai une à la campagne, elle est électrique, mais je comprends que les gens qui vivent en périurbain ou à la campagne ont absolument besoin de véhicules, et pas forcément que des petits véhicules dans lesquels on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Je comprends moi qu'il y a beaucoup de gens, alors on peut dire c'est par... puis ils ne sont pas éduqués au changement climatique et on pourrait les convaincre, peut-être. Mais on a 20 ans pour faire cette transition, 30 ans maximum. Je ne suis pas sûr que sans contraintes extrêmement fortes, mais on n'est pas dans un pays, on est dans un pays démocratique, il y a des élections, les gens prennent ces décisions, ils se représentent ensuite aux élections. Je ne vois pas comment on fait pour imposer des contraintes extrêmement fortes sur le mode de vie. Vous interdisez les véhicules de plus d'une tonne ou deux, par exemple. Oui, mais ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose. Surtout que le poids compte moins pour les véhicules électriques que pour les véhicules thermiques. Mais je vous expliquerai, ça sera expliqué dans mon bouquin. Non, voilà, il faudra l'acheter. Ah, c'est pas bon pour la décroissance si vous devez acheter mon livre. Non, mais sérieusement, je ne crois pas qu'on puisse procéder comme ça par interdiction de tous, enfin de ce que les gens souhaitent. Alors déjà, si on réussit à garder l'interdiction du moteur thermique dans 15 ans, enfin en 2035, 11 ans maintenant, ça veut dire que les constructeurs automobiles vont vraiment mettre en place et fabriquer des voitures électriques. Donc les prix 25 000 arrivent. J'espère qu'on descendra en dessous. Mais les voitures thermiques, il n'y en a plus à 10 000. Hein. De toute façon, il faut vraiment la chercher très très loin. C'est plutôt les voiturettes sans permis qui coûtent 10 000 € aujourd'hui. Donc on se rapproche en termes de prix et en prix à l'usage. Si on peut surtout s'alimenter chez soi en électricité, rapidement on est gagnant. Donc ça c'est une contrainte assez faible. Et je pense que cette contrainte-là, on peut essayer de la tenir. Dire aux gens, vous allez tous rouler dans des voiturettes sans permis, 2 places et un sac à provisions,
J'y crois pas beaucoup. Ces voitures existent sur le marché, mais les gens, la plupart des gens, enfin ceux qui ont gardé leur permis, ils les achètent pas. Voilà, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on les oblige tous? Alors on peut enlever des permis à tout le monde et comme ça tout le monde sera obligé de rouler dans ce type de voiturette. Mais C'est un peu caricature. oui, c'est un peu caricature. Alors l'uranium d'abord. Vous avez bien compris que quand je montre la baisse du charbon, c'est pas une baisse qui est due à un pic géologique. Hein. Il faudra laisser le charbon sous terre et aussi le pétrole et aussi le gaz. C'est une baisse de la demande qui est organisée. C'est pas une baisse de la, c'est pas un pic, c'est pas le fameux pic pétrolier ou le pic charbonnier. Pas du tout, surtout pas pour le charbon. Si on brûle tout le charbon, on a de quoi multiplier par 4 la teneur de l'air en CO2 et là on est à 10 degrés. Enfin, c'est un autre monde. Hein. On est complètement différent. Bon. Donc c'est pas de ça dont je parle. L'uranium, je pense qu'on en a vu la faiblesse des programmes nucléaires dans le monde. La France là s'est battue pour dire qu'on allait tripler le nucléaire d'ici 2050. Pendant ce temps, la COP, elle, a décidé de tripler les renouvelables d'ici 2030. Bon, bah, c'est un cheval et une alouette. Hein. C'est le cheval des renouvelables et l'alouette du nucléaire. Hein. Dans le monde, vous avez vu ce que ça représente. C'est en réalité pas grand-chose. Donc je ne suis pas extrêmement inquiet pour la... Je ne suis pas extrêmement inquiet pour la teneur en uranium pour l'instant. Mais... Voilà. Les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est un sujet constant d'attention pour les développeurs éoliens. D'ailleurs, en France, c'est une limite qu'on a plus qu'ailleurs sur la garde au sol, parce que la plupart des espèces volent plutôt bas. En plus, elles ont tendance à ne pas voler quand il y a vraiment du vent. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est il y a des bridages qui permettent on arrête de tourner s'il y a vraiment un danger pour les chauves-souris. C'est faux. C'est du pipeau. C'est faux. Non. Le bridage est confié aujourd'hui aux promoteurs éoliens. Ah oui. C'est eux-mêmes qui font leur bridage. Il n'y a plus de contrôle public. Dans un département comme le Cher et l'Indre, il y a un inspecteur des installations classées. Il n'y en a pas eu pendant 6 mois ou 1 an. Vous écrivez à la préfecture pour avoir des analyses de ce qui se passe, des relevés, ils vous les transmettent, etc. Et on vous explique que le bridage, eh ben, il y a un plan qui s'appelle Probat. On est au pays du mensonge déconcertant. C'est le titre d'un bouquin d'un auteur russe qui a vécu le goulag. On est au pays du mensonge déconcertant, au sens où le langage est complètement transformé en son contraire. Donc Probat, c'est un logiciel qui permet aux promoteurs éoliens d'arrêter quand ils veulent, quand ils estiment que les conditions sont favorables aux chauves-souris. Mais en fait, moi j'observe, j'habite à 1 kilomètre d'un parc, et j'observe ce qui se passe. Et donc les conditions de vol des chauves-souris, c'est entre mai et septembre-octobre, quand vous avez des températures qui s'élèvent entre 10 et 15 degrés et des vents inférieurs à 7, 8 ou 9 km/h. Eh bien, les éoliennes, elles ne sont jamais arrêtées. Mais ça, le temps qu'il y a un inspecteur des installations, j'ai fait des films, ils seront à la disposition de la préfecture. Mais voilà, on vit dans ce monde-là. Et effectivement, on est dans le temple de la connaissance des chauves-souris ici au muséum. Et que demandent les naturalistes? Que les vallées des rivières soient protégées, que les massifs forestiers soient protégés. Il y a un biologiste, ingénieur forestier de l'ONF qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les fantômes de la nuit et qui explique comment les noctules, qui sont des espèces de haut vol, sont détruites par les chauves-souris et comment en forêt d'Orléans aujourd'hui, les hannetons bouffent les chênes parce qu'ils ne sont plus leurs prédateurs naturels que sont les chauves-souris, ont disparu. On est sur ce type de problème et où vous avez un discours, hein, c'est les mensonges du progrès. On revit ce qu'on a vécu dans les années 70 sur un certain nombre de choses. C'est les mensonges du progrès. Maintenant, il est vert, le progrès. Alors, il faut tout accepter au nom de ce progrès vert. Ben non, on ne peut pas tout accepter. Voilà. Bon, enfin, moi, je parle à des développeurs éoliens et ils me disent, alors peut-être qu'ils me racontent des cracks, ils me disent qu'il y a des systèmes de bridage des éoliennes et qu'en gros, quand il y a vraiment du vent et que ça produit, les éoliennes ne volent... Les éoliennes. Écoutez, vous n'êtes pas loin, allez voir l'aurore, ça vous expliquera. Les chauves-souris ne volent pas quand c'est vraiment productif, donc en fait,
avec une perte de production qui est minime, ils épargnent beaucoup d'éoliennes. Voilà ce qu'ils me disent. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais aucune... Vous avez Laurent Arthur qui est un spécialiste national et au-delà des frontières qui pourra vous expliquer le contraire. D'accord, ben, on fera ça après. Il n'y a pas un système d'onde aussi Excusez-moi, on peut garder le tour de parole, et puis si vous voulez la parole, je vous donnerai tout à l'heure. Je reviens au début de votre présentation. Vous avez fait une association un peu rapide, mais de la militance contre l'artificialisation des terres et les anti-énergies renouvelables. Alors moi, je suis militante contre l'artificialisation des terres agricoles et je suis pour les énergies renouvelables. C'est pour contextualiser un peu ma question. Dans la présentation, je trouve qu'il manque le volet politique. Pourquoi on produit de l'électricité aujourd'hui? Quel monde l'électricité nourrit-elle aujourd'hui et surtout quel monde elle nourrira demain? Par exemple, les pro-nucléaires nous parlent énergie décarbonée, on pourrait leur répondre politique post-coloniale, extraction d'uranium hors de France, déchets millénaires enfouis sous la terre. Les pro-agrivoltaïques ne savent peut-être pas qu'aujourd'hui des entreprises énergéticiennes profitent de la paupérisation des paysans pour racheter des fermes entières qui ne trouvent pas repreneurs et tombent alors dans les mains de spéculateurs. Ça, c'est des témoignages qu'on a des paysans du Larzac notamment. Donc pour moi, la politique énergétique, comme son nom l'indique, c'est avant tout une politique. Et à l'heure actuelle, la politique du gouvernement français s'assoit largement sur le principe qu'elle promet elle-même du zéro artificialisation nette, notamment par rapport aux terres agricoles pour construire des autoroutes, des cimenteries, des bassines. Donc qui nous dit que cette politique ne s'assoira pas sur ses propres principes pour l'agrivoltaïque, par exemple? Ma question, c'est comment, selon vous, peut-on lutter à la fois contre l'artificialisation des terres agricoles et pour le développement des énergies renouvelables? Merci. Alors, une autre question. Je pense que justement l'agrivoltaïsme ouvre des pistes qui sont encore pas complètement définies, puisqu'il y a des décrets encore à apparaître. Vous dites qu'ils achètent des terres, ça j'ai un peu des doutes, parce que là ça fait rien pour l'empêcher. Dans le pays également, il n'y a pas de... Ils achètent des terres? Absolument. Ils rachètent des fermes. Absolument. Des fermes ou des terres? Non, mais... Des fermes avec une terre. Je voudrais bien des noms et des... Parce que ça m'intéressera. donner. Oui, ça Pas de m'intéressera. souci. Parce que, à ma connaissance, la plupart du temps, ils louent. Et ils louent pour des tas de raisons. Non, ils achètent beaucoup de terres ici. Ouais. Je sais pas, je vois ça. Ils avancent avec des faux nez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui achète une terre, mais qui n'est pas, il n'apparaît pas comme ça tout droit. Mais, est-ce que je vous rends la parole, mais c'est bien qu'on ait ce débat parce que je pense que c'est au cœur du problème. Fondamentalement, les renouvelables se déploient nécessairement, pas exclusivement, mais assez nécessairement dans l'espace rural. Et je pense que c'est une opportunité pour l'espace rural, pour le monde rural. C'est une opportunité de ressources, de revenus. La question, c'est comment... Le revenu pour qui? La question, voilà. La question, c'est précisément comment on fait en sorte que ce soit un revenu pour le monde rural et pas exclusivement pour les promoteurs. Non, pour les agriculteurs ruraux. Oui, c'est une question. Je comprends bien que c'est une question de partage qui crée les blocages, ou d'absence de partage qui crée les blocages. J'en suis bien convaincu. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça bénéficie à tout le monde. Alors, il y a la voie de la fiscalité. Moi, j'ai entendu le président de la communauté de communes du Haut-Montreuil dans le Pas-de-Calais, qui revenait avec ses bottes pleines d'inondations, si j'ose dire, qui recevait un prix à Paris sur son action. Il a 49 communes, il a 107 éoliennes, aucune n'a fait l'objet de recours, et il dit que ça l'a aidé à financer le centre social, le centre sportif, la crèche. Il fait se battre contre la baisse de la dotation globale de l'État. Oui, mais... On ne voit pas tous les ouvriers sur les supermarchés à l'heure actuelle. Bon, son témoignage, c'était de dire les éoliennes m'ont beaucoup aidé à développer mon territoire. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour effectivement... Alors, et c'est grâce notamment à la fiscalité. Donc ensuite, c'est qui l'aperçoit, quel est son montant,
comment c'est réparti entre l'agriculteur qui loue ses terres et puis la commune, la communauté de communes, le département. J'entends que toutes ces questions restent ouvertes. Il y avait dans le projet de loi d'accélération des renouvelables, il y avait une possibilité de faire bénéficier les riverains d'un courant électrique à tarif plus avantageux. Ça a été récusé par la gauche d'ailleurs, comme étant acheter les voisins. Voilà, la question c'est, est-ce qu'il faut rejeter d'emblée cette opportunité de ressources supplémentaires en disant mais non, nous on donne à manger et à manger c'est noble et puis l'électricité c'est pas noble ou l'énergie c'est pas noble. Pourtant, bizarrement, ça marche pour les agrocarburants. Les agrocarburants, il n'y a personne qui les remet en question, il n'y a personne qui proteste, il n'y a personne qui dit il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais, pas beaucoup, hein. Moi j'entends pas grand chose. Il y a 1 million d'hectares qui sont consacrés, avec des intrants, avec des pesticides, avec de l'azote, etc. Il n'y a pas beaucoup de protestations et ça produit rien. Par rapport à ce que pourrait produire du photovoltaïque sur un dixième des surfaces, hein. Le photovoltaïque dans les scénarios les plus renouvelables, c'est entre 125 et 200 gigawatts. Donc si on met la moitié au sol, c'est 100 gigawatts au sol, c'est 100 000 hectares. Ces 100 000 hectares, c'est un dixième des surfaces qu'on a sur les biocarburants. Et c'est autrement bénéfique pour la biodiversité. Bon. Donc, est-ce qu'il faut refuser ça au nom de la non-artificialisation alors que ça artificialise pratiquement rien? Alors moi j'avoue que j'ai lu le document de la Confédération et de l'ATAC et j'ai pas été convaincu, je peux vous le dire. On va refuser parce qu'il y a du métal, ça me paraît un peu court. On peut rajouter que sous 1 hectare de photovoltaïque en prairie, on va faire 200 kg de viande d'agneau. Voilà, on fait exactement la même production à l'herbe que s'il n'y a pas les panneaux. C'est complètement erroné de parler d'artificialisation quand tu as une prairie avec des moutons ou même des vaches, mais là c'est un peu plus compliqué. Et quand on transforme des terres céréalières en prairie, ça c'est tout à fait normal. Mais de mettre en prairie, oui, peut-être moi je suis paysan dans le Berry, tu m'excuses. Bah oui, mais il y a d'autres paysans qui ne sont pas d'accord avec ça. Par contre, non, si, ça c'est vrai. Alors de faire 200 kg de viande d'agneau sur 1 hectare de panneau, oui, mais la réalité c'est ça. Ah mais non, ça c'est pas vrai. Bah, je peux t'emmener voir des trucs là dans la mer. Non mais là, on ne vous entend plus là. Ça va pas. Il faut que vous parliez un par un. Il y a une question qui... Par rapport aux animaux sous les prairies quand même, il faut le soleil qui arrive pour faire pousser l'herbe. La photosynthèse, elle est quand même réduite du fait d'avoir des panneaux dessus. Ça bascule, oui. Enfin, bon. Alors, bon, c'était une question. Donc, bon, j'étais un peu sceptique là-dessus. Bon, ben, ok. Deuxième question. Bon, justement, pour ne pas consommer trop d'espace agricole, bon, c'est peut-être un peu utopique, mais on nous disait, bon, on va installer des panneaux photovoltaïques dans le désert, et puis l'électricité produite, on va la ramener chez nous. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça a été dans la tête des chercheurs? Je l'ai dit. Est-ce qu'on peut éventuellement compléter la question? Oui, je me permets juste de compléter un petit peu la question. Est-ce que vous avez un avis sur le fait, on parle d'artificialisation de photovoltaïque, est-ce que vous avez un avis sur le fait qu'on n'arrive pas à plus développer sur le bâtiment existant, qu'on n'entend jamais, alors qu'on a des surfaces disponibles énormes? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet bâtiment, c'est vrai qu'on n'en fait pas assez sur le bâtiment, que c'est difficile parfois pour des raisons qui sont très mauvaises des bâtiments de France, par exemple, des architectes des bâtiments de France. Parfois c'est des bonnes raisons, c'est que c'est des petites surfaces, c'est quand même, ça revient généralement 2 à 3 fois plus cher que les panneaux au sol. Et donc si on devait faire tout notre photovoltaïque que sur des toits, des petites toitures, ce serait économiquement quand même assez problématique. Donc c'est bien de faire un mélange, de faire un panaché de solutions et de ne pas exclure le photovoltaïque au sol. Sur la question de l'agrivoltaïsme, alors il y a que des cas de figure, que des cas d'espèce. Il y a les cas de figure où les panneaux vont protéger les cultures contre un excès d'ensoleillement. C'est vrai pour les petits fruits, c'est vrai pour des arbres, fruitiers, etc. Il y a le cas où ça va baisser la production, et il y a le cas où en gros ça va être à peu près neutre pour la production. Je pense que Jean-François, tu veux préciser ce point peut-être?
Et puis je dirais un mot sur le Desertec. En fait, le panneau, il prend à peu près 30%, 25 à 30% d'énergie solaire. Et là, quand tu as de l'herbe dessous, la production d'herbe, globalement, ces dernières années, avec les canicules, ce qui a été fait par l'INRA, la production d'herbe est supérieure. C'est-à-dire que si, dans la mesure où tu mets tes panneaux en paysage, c'est-à-dire comme ça, pas en hauteur, mais en travers, en laissant un espace de manière que sous les panneaux ce soit mouillé, enfin la pluie elle arrive sous les panneaux, tu as plus d'herbe sous les panneaux. À une période en été où on a plutôt moins d'herbe, et quand il y a canicule, on n'en a pas du tout. Donc globalement, en termes de production de viande, production de l'élevage sous les panneaux, mais tu ne peux pas faire une ferme, par contre, qu'avec des panneaux. Mais on est bien d'accord que sous 1 hectare de panneaux, en gros, tu vas produire autant de viande que sans panneaux, dans les conditions là, du berry tel qu'on connaît. Après, sur les cultures, là, c'est différent. Effectivement, sur les cultures, tu as des baisses de rendement, culture céréales, etc. Tu as des baisses de rendement de 30%, 30-35%. Et là, ils en viennent alors par contre, chez les agriculteurs, tu en as qui sont très fervents de ça, et ils en viennent à proposer des solutions, des technosolutions avec des panneaux qui tournent, des machins, etc., qui à mon sens n'ont pas d'intérêt, mais enfin bref, voilà. Tu vois, et ce qui, me semble-t-il, ce qu'il faudrait réfléchir, c'est vraiment l'usage, d'aller voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dessous. Et d'un point de vue environnemental, moi je vais te dire, il y aurait des panneaux, il y aurait quelques hectares de panneaux en Beauce, et au lieu d'avoir de l'azote, des pesticides, tu aurais une prairie naturelle qui stocke du carbone, tu retrouves de la biodiversité, etc. Je pense, et des animaux en plus qui ramèneraient de la biodiversité aussi, ce serait pas plus mal. Et après, le problème, c'est effectivement d'aller pas aller faire 100 hectares de... Voilà ce qu'il faut, me semble-t-il, moi. Moi, je suis à la conf, mais je suis très déçu, effectivement, par la réflexion, parce que autant sur les aides PAC, la conf, elle dit qu'ils sont, les aides PAC, voilà, on aide des agriculteurs, ils ne pourraient pas vivre. Et la conf, elle dit, mais on ne veut pas d'électricité parce qu'on veut vivre de notre travail. Or, c'est pas vrai, on a les primes qui nous font vivre. Et la conf, elle demande à juste raison que les aides, elles soient plafonnées. Et c'est exactement la même réflexion. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas cette même réflexion pour le photovoltaïque. Si on arrivait à répartir le photovoltaïque, et donc moi je suis éleveur, et donc je considère d'abord l'intérêt pour l'élevage, et à mon avis, c'est là qu'il y a à la fois le moins de nuisances et le plus d'intérêt pour tout le monde, parce qu'on aiderait les éleveurs à vivre avec un complément de revenus. Le deuxième gros problème du photovoltaïque, c'est la différence de revenus entre le revenu agricole, c'est quelques centaines d'euros, quand c'est 100 euros on est content, et le revenu tiré du photovoltaïque, mais c'est vrai de toutes les énergies électriques, qui va être, on va dire, qui revient à l'aspect à propriétaire plus éleveur, c'est-à-dire celui qui entretient à peu près 4 000 euros hectare. Et donc, effectivement, il y en a qui voient ça comme une grande situation. Si tu as 100 hectares que tu mets en photovoltaïque, à 400 000 euros par an, tu n'as plus besoin de travailler, tu vois. Et ceux qui disent le contraire, et tu es sûr que l'élevage dessous, ou l'activité agricole, elle va disparaître de toute façon. De toute façon, c'est là qu'un subterfuge. Par contre, si tu as 3, 4, 5 hectares, du coup, tu vas avoir un revenu de 5, 10 000 euros par an. Et bien, moi, je peux t'assurer que dans les années qui viennent, les éleveurs, ils en auront besoin de ce complément de revenu si on veut maintenir de l'élevage. Et moi, en tant qu'environnementaliste, je veux de l'élevage. Voilà, parce que je sais, tu le sais aussi toi, que sans élevage, la biodiversité, voilà, elle disparaît à vitesse grand V. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je regrette qu'il y a comment dire, qu'on rejette avec des trucs absurdes comme l'aspect artificialisation, quoi. Le photovoltaïque, c'est pas de l'artificialisation, Cédric l'a bien montré. Ouais, et moi je vous invite à aller voir des trucs photovoltaïques, il y en a qui sont pas très loin, il y en a une à côté de Nevers, à côté de Decize, vous allez voir ça. Le seul truc critiquable dessus, c'est que l'éleveur a été tout content qu'on lui donne 150 euros pour aller faire paître ses moutons dessous. Alors il est tout content parce qu'au lieu de payer un fermage, disons, on le paye pour pâturer. Alors tu penses qu'il est content. Mais c'est parce que, pourquoi ça? C'est parce que les éleveurs, on a tellement l'habitude à ce qu'ils soient des moins que rien, qui gagnent rien, etc. On leur donne une aumône. Et je pense qu'il faudrait mieux que les éleveurs, ils devraient toucher 2 000 euros, la moitié au propriétaire, moitié à l'éleveur. Et avec ça, avec 5 hectares de photovoltaïque, en plus, tu peux te permettre de demander à l'éleveur, s'il n'y a pas d'arbres, de planter des arbres autour. On pourrait retrouver du bocage avec ça. Tu vois, qui te cache les panneaux, et voilà. Enfin bref, au lieu de réfléchir comment est-ce qu'on peut utiliser le photovoltaïque, ce qu'on disait, pour ramener de l'argent sur les territoires, pour un mode d'agriculture paysan, etc., on le refuse, on le réfute,
Voilà, pour ce qui me semble être des trucs qui ne sont pas dans la réalité des choses. Une question là. Qui a demandé le micro. Il y a moi, deux personnes qui ont demandé. On peut avoir le micro, Je vais retourner de ce côté. On vient de parler gros sous, et justement, moi je voulais parler de l'aspect financier de la production des différentes façons de faire de l'électricité. Je voudrais que vous abordiez ce sujet. Combien coûte la production des énergies? Donc vous avez parlé de nucléaire, le solaire, l'éolien. Bah, j'ai montré un graphique là sur le coût de l'électricité quand même. Ah, j'ai Donc, pas, bah, j'ai ça. je suis désolé parce que comme on demande la parole là-bas et comme le temps file. Il y a quelqu'un qui avait demandé avant et ensuite on passera là-bas. Aujourd'hui, les renouvelables sont les énergies les moins chères globalement. Accélérez un petit peu parce que là... Alors, comme je garde un tout petit peu le micro pour dire que moi j'aime aussi le solaire thermique, qui est quand même quelque chose qui est... il faut vraiment aussi développer le solaire thermique. Complètement écologique. Je rends le micro. Surtout pour l'eau chaude sanitaire. Vous avez parlé avec tous vos bons graphiques, vous comptez énormément sur l'éolien. Mais j'aimerais savoir à combien vous estimez le nombre d'éoliennes installées sur le territoire français pour arriver à satisfaire vos besoins. Alors, et où vous les mettez? Parce qu'il y a des territoires qui n'en ont pas du tout, et d'autres qui en sont complètement saturés. Alors, vous avez raison. Je pense qu'il en faut environ 20 000. Il y en a aujourd'hui 10 000. Il y a 10 000 mâts pour l'éolien terrestre. Hein. Je ne parle pas des... On peut ajouter 5 000 mâts en mer. Et il faudrait être à 20 000 mâts terrestres. Et c'est vrai ce que vous dites. Et le vrai problème vient largement de l'armée. Parce que l'armée aboutit de fait à interdire du territoire, à peu près 70% du territoire à l'éolien, au motif que ça perturbe ses radars. On est le seul pays d'Europe qui a peut-être des radars, peut-être que les autres n'ont pas de radars, j'ai un peu un doute, mais les éoliennes ne perturbent pas les radars ailleurs. Mais chez nous, c'est impossible. Donc c'est largement un problème de l'armée. Je suis d'accord qu'il faudrait une répartition plus juste. Encore que quand j'entends la ministre dire la somme c'est fini parce qu'il y en a déjà trop, mais je constate que le soutien à l'éolien est le même dans les départements où il y en a beaucoup. C'est 3 Français sur 4, c'est 75%. Tous les sondages le montrent. C'est pareil là où il n'y en a pas et là où il y en a. Ça ne change pas. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il y en a beaucoup et on peut pas... voilà. Alors c'est les endroits où il y a beaucoup de vent, hein, c'est aussi pour cette raison-là. Le Grand Est, les Hauts-de-France. Mais il y a beaucoup de régions. Alors il y a des régions qui sont... Enfin des mini-régions, des parties de régions qui sont vraiment pas très bonnes pour le vent. À Pau, c'est pas la peine d'aller en mettre juste à côté de Pau, parce que vraiment, c'est pas bon. Mais il y a quand même beaucoup de régions qui, avec les éoliennes modernes à grand débattement, enfin, pourraient avoir des éoliennes. Et il y a en plus un intérêt à développer, quand on peut, l'éolien et le solaire en même temps, pour partager les connexions, parce que il n'arrive à peu près jamais que les deux produisent à fond en même temps. Et donc en fait, on ferait des économies de réseau importantes chaque fois qu'on réussit à colocaliser de l'éolien et du solaire. Au moins en termes de, peut-être pas exactement au même endroit, mais à proximité, ça permet de faire des économies de réseau importantes. Parce que vous avez un terme bien sympathique pour dénommer les gens qui ne veulent pas d'éoliennes dans leur jardin. Et comment vous appelez ceux qui en ont trop? C'est qui sont saturés. Ben, vous savez, et on continue à leur en installer. Écoutez, j'ai vu des arrivages tout à l'heure. Enfin, c'est la migration des éoliennes. Elles viennent se reproduire dans la Champagne berrichonne. Je vous invite à aller vous promener un petit peu dans la région. Et vous allez voir, de ma fenêtre, de ma chambre, j'en vois plus de 60. Vous comprenez qu'on est à saturation. Je suis photographe. Et au départ, quand il y en avait quelques-unes, j'étais très content. Je trouvais ça très beau. Et quand vous en avez des milliers, c'est pas possible. Enfin, c'est pas des milliers, il ne faut pas abuser. Et j'en ai plus de 150 sur un rayon de 15 km autour de moi. Je peux vous assurer que... Est-ce qu'il y en a dans votre jardin? Non, elle a
Oui, madame. Deux choses. Je pensais que les sombrières sur les parkings de supermarchés, c'était acté, d'une part. J'en vois pas beaucoup de fait, j'en vois quelques-unes, mais très rarement. Et tout à l'heure, vous avez parlé que le stockage d'électricité pouvait se faire dans des super, voire méga bassines, alors que ça peut se faire par de l'hydrogène. À l'heure actuelle, on en produit d'une façon expérimentale une petite éolienne au large du Croisic, une éolienne flottante. Il y a un gros chantier qui est prévu en Belgique l'année prochaine. Qu'en pensez-vous? Alors, très simplement, je pense que d'abord le stockage est à venir tout à fait à la fin des moyens de gestion de la variabilité. Parce qu'il faut d'abord faire la gestion de la demande, d'abord l'interconnexion, d'abord le développement aussi harmonieux que possible. Je parle de l'éolien. Pourquoi est-ce qu'on a de l'éolien en France? Parce que la France est un pays tempéré, du moins jusqu'à présent. Et dans les pays tempérés, on utilise plus d'électricité en hiver, et l'éolien produit plus en hiver. Donc dans tous les pays tempérés, ce serait très différent si on parlait du Maroc ou de l'Arabie Saoudite. Mais dans les pays tempérés, on a, dans tous les scénarios montrent plutôt même un peu plus de kilowattheures éoliens que de kilowattheures solaires, même si le kilowattheure solaire est moins cher dans ces pays-là. Tout simplement parce qu'il correspond mieux, il colle mieux à la demande que le solaire, malheureusement. C'est comme ça. Donc il faut diminuer le besoin de stockage à ce qui est vraiment indispensable. Et il y a des besoins de stockage à plusieurs échelles de temps qui sont forcément différents. Sur le court terme, c'est la batterie qui va gagner parce que son prix s'est effondré et qui continue de s'effondrer rapidement avec une nouvelle génération de batteries qui va arriver. C'est les batteries sodium-ion où il n'y a plus de lithium. Il y a du sodium. Le sodium, c'est 10 000 fois plus abondant que le lithium. Ça va casser la baraque du question coût pour ce qui est des stockages de... Aujourd'hui, on fait des stockages de 4 heures, globalement. On va faire des stockages de 24 heures sans problème. Après, viennent effectivement les stations de transfert d'énergie par pompage qu'on a construites dans ce pays, comme aux États-Unis, comme en Chine, au Japon, etc., en même temps que le nucléaire en général, parce qu'on s'en est servi pour flexibiliser le nucléaire en fait. Donc les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est des stations hydrauliques. On pompe l'énergie quand il y a trop d'électricité, on la remonte, et puis on la turbine quand elle redescend. Contrairement à l'hydraulique qui sert à produire de l'électricité, il ne faut pas des grandes surfaces. Les barrages, on a noyé des vallées entières, on ne fera plus ça aujourd'hui, en tout cas dans les pays industriels, on est arrivé au bout. Mais on peut encore faire des petits barrages, mais c'est vrai que c'est de moins en moins accepté, mais enfin c'est pas non plus forcément dans les mêmes conditions, pour les mêmes raisons que les bassines, donc ne mélangeons pas tout. Il y a probablement encore des steppes qu'on peut construire en France, quelques-unes. Il y a des études qui montrent qu'il y a des potentiels importants. Il y a une étude de la Joint Research Center de la Commission qui montre, voilà, il y a une étude australienne sur le monde entier qui montre qu'il y a des potentiels encore importants de stations d'énergie par pompage. L'efficacité est de l'ordre de 75%, c'est-à-dire on envoie 4 kWh, on pompe 4 kWh sous forme d'eau et on en récupère 3. Les batteries, c'est 95%. L'hydrogène, c'est plutôt 35% au mieux. C'est-à-dire l'hydrogène, on fabrique de l'hydrogène, donc il y a 70% de rendement. Il faut le garder, il faut le comprimer ou le liquéfier, ça prend beaucoup d'énergie. Après, on peut le brûler dans des centrales thermiques. Et à nouveau, il y a un rendement qui peut être de 60% si on a une centrale à gaz à cycle combiné. Donc vous multipliez tout ça et vous arrivez à 30-35% de rendement. Donc c'est pas très bon. C'est vraiment à utiliser en dernier recours. Et je pense qu'on l'utilisera en France comme dans d'autres pays. L'Allemagne a construit sa première centrale thermique adaptée à brûler de l'hydrogène plus tard. Si on veut arriver à 100% de renouvelables, ça fera les derniers pourcents, c'est-à-dire ça permet de stocker pendant des mois et d'une énergie dont on peut disposer quand on veut, ce qu'on n'a pas avec les steppes, ce qu'on n'a pas avec les batteries. Donc c'est le moyen ultime de stockage, mais c'est le moins efficace et le plus cher. C'est le plus cher parce qu'on va utiliser des électrolyseurs qui vont marcher 1000 ou 2000 heures par an, pas 8760 heures par an, donc le coût de l'électrolyseur sur l'hydrogène sera élevé, puis ensuite on va le brûler dans les centrales thermiques qui ne vont pas marcher 8760 heures par an, mais 500 heures par an. Donc le coût en capital sera aussi divisé sur un très petit nombre de kilowattheures, donc ça va coûter cher.
Mais on le fera si on décide d'aller à 100% de renouvelable dans la production d'électrique, parce que, au fond, c'est comme un groupe électrogène. Hein, on achète un groupe électrogène, c'est pas pour le faire fonctionner tous les jours, c'est pour le fonctionner le jour où l'hôpital n'a plus son alimentation d'électricité et que des gens vont mourir parce qu'ils sont sous des poumons artificiels. Donc là, on va brûler de l'essence dedans et voilà, ça coûtera ce que ça coûtera, mais voilà. C'est un peu pareil, l'hydrogène, à mon avis, c'est le moyen d'ultime secours d'un réseau électrique. Ni plus, ni moins. Il y a encore 2 demandes et ensuite on s'arrête parce que nous avons la salle jusqu'à 22h et le temps est déjà passé. Je voulais vous interroger sur ce dont on entend parfois parler, qui sont les petits réacteurs nucléaires. Je voulais savoir ce que vous pouviez nous en dire. Et puis, par ailleurs, on parle parfois du potentiel de la géothermie, et je ne le vois absolument pas apparaître dans vos graphiques. Ça veut dire que ça reste, de votre point de vue, complètement marginal, ou pas, ou c'est selon, je ne sais pas. Alors, je réponds rapidement. Les petits réacteurs nucléaires, d'abord, les réacteurs nucléaires, avant d'être grands, ils ont été petits. Et puis on les a fait grandir. Alors pourquoi on les a fait grandir? Parce qu'il y a des économies d'échelle dans la chimie, dans l'ingénierie. Ouais, bon, je vous laisse ce commentaire. Donc parce que ça coûte moins cher et on est arrivé vers 1 gigawatt, 1000 mégawatts, à quelque chose qui a l'air un peu optimal, parce que quand on fait plus grand, on se trouve confronté à de nouveaux problèmes. Et les Français l'ont expérimenté avec la corrosion sous contrainte dans leur centrale qui faisait plus de 1 gigawatt et dans les EPR. Donc il y a peut-être un espèce d'optimum technico-économique vers 1 gigawatt. En dessous, on est plus cher nécessairement. Alors maintenant, on nous dit, oui, mais on va pouvoir les fabriquer en usine, ça va être des fabrications de série. C'est un peu copié sur le panneau photovoltaïque qui est fabriqué par millions d'exemplaires ou sur l'éolienne qui est fabriquée par centaines de mille. Je ne suis pas sûr qu'on fera des centaines de mille de SMR, donc je ne suis pas sûr qu'on arrivera à remplacer les économies d'échelle dues à la taille des systèmes par de la production de masse, si vous voulez. Surtout qu'il y a, pour l'instant, il y a 60 modèles différents de petits réacteurs modulaires, et du coup, si on en fait 60, ça fera un modèle chacun. Donc voilà, pour moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Un autre avantage possible, c'est que est-ce que c'est un avantage? On voudrait les mettre près des villes ou près des installations industrielles, de façon à augmenter leur efficacité en utilisant la chaleur et l'électricité. Pas seulement l'électricité. Aujourd'hui, le nucléaire est efficace à 35%, et 65% c'est de la chaleur pour les petits oiseaux et les chauves-souris. Et les poissons. Et les poissons, absolument. Absolument. Donc voilà, donc il y a des avantages théoriques, et ce qui vont se manifester pour de vrai, moi je suis plutôt du genre un peu sceptique, mais l'avenir nous le dira. L'autre question c'était... Ah, la géothermie. Alors la géothermie pour l'électricité, ça apparaît, c'est dans les autres énergies renouvelables, dans la production d'électricité. Oui, c'est pas énorme, parce que c'est réservé à quelques pays qui sont sur les zones volcaniques, en gros. L'Italie en fait un peu, le Kenya en fait, voilà, mais nous on n'a pas de potentiel pratiquement. Alors après, il y a une autre géothermie, qui est la géothermie basse température et de faible profondeur, qu'on retrouve en fait dans les schémas, dans l'énergie ambiante qui sert pour les pompes à chaleur. Et ça, c'est vrai que la meilleure pompe à chaleur, c'est la pompe à chaleur géothermique. C'est celle qui est la plus efficace, parce que elle part d'un milieu externe qui est toujours à plus 10 degrés, et donc le gap de température à combler n'est pas très élevé, et donc son efficacité est très grande. Alors que si vous êtes en Savoie et que vous faites une pompe à chaleur aérothermique et que dehors il fait moins 15, là son efficacité va tomber à 1. Alors si c'est 3 jours, c'est pas grave, si c'est 3 mois sur 6, c'est plus embêtant. Voilà. Donc la géothermie, dans ces cas-là, c'est la géothermie de faible profondeur. Ça peut être très bien en couplage avec une pompe à chaleur, mais c'est pas pour produire de l'électricité, c'est pour faire de la chaleur. C'est pareil pour l'énergie thermique des mers, d'ailleurs. Parfois on me pose la question sur l'énergie thermique des mers, et je dis pour faire de l'électricité ça vaut rien. Par contre, comme source de calories pas chères ou de froid pas cher, c'est imbattable. Je voudrais vous poser... C'est allumé là? Oui, oui. Je voudrais vous faire part de
de mon rapport à l'éolien. J'arrive à la retraite, je me dis tu vas aller habiter à la campagne, je trouve 2-3 maisons qui me convenaient, j'en choisis une qui est située du côté de Levé, et puis je vais à la mairie voir si qu'est-ce qui pourrait se passer, TGV, piste d'atterrissage, et puis je dis comme ça, sans savoir trop pourquoi, est-ce qu'il y a un projet éolien? Le maire me dit « Oh non, monsieur, rendez-vous, surtout pas de projet éolien ». Environ 6 mois après, je vais chercher mes sacs poubelles pour mettre mes déchets à la mairie. Et je vois sur le panneau d'affichage, à l'ordre du jour du conseil municipal, projet éolien. Je vois le maire, je lui dis « Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe ?» Ah, il me dit « C'est une petite information, ne vous inquiétez pas. » Je suis quand même pas allé de la dernière pluie, je n'ai pas pu aller assister au conseil municipal, mais j'ai demandé la délibération. Et je vois autorisation du maire à signer un bail amphithéotique pour un projet éolien. Ah, je dis, monsieur le maire, il a trompé là, on n'est pas du tout dans le projet. Donc donnez-moi le bail. Je prends le bail, qui faisait 17 pages, qu'à mon avis, il n'avait pas forcément lu. La mairie n'avait absolument aucun droit. Le promoteur éolien avait tous les droits sur des terrains qui étaient des terrains communaux. Et en regardant, il y avait une clause de confidentialité à l'intérieur dans laquelle personne n'avait le droit de rien dire, et que si la mairie se désistait, elle devait payer des dommages qui seraient estimés par un tribunal. En fait, je regarde, et de ma maison, en ouvrant ma fenêtre le matin ou la nuit, les machines étaient à 800 mètres. Surprise, j'en parle autour de moi, personne n'était au courant. Absolument personne. Et ça, c'est la force de l'éolien, parce que d'habitude, quand 2 personnes sont au courant d'une information, ça diffuse. Là, 12 conseillers municipaux, aucun avait rien dit. Et pour s'apercevoir que l'éolien, c'est le mensonge en permanence. On a rencontré les promoteurs. Finalement, ce premier projet, on a réussi à le faire échouer, mais il est parti ailleurs. On s'est aperçu qu'il fallait faire une association. Les promoteurs qu'on rencontre, ce sont des commerciaux. Il se trouve qu'on a 2 ingénieurs, hein. C'est dommage, ils ne sont pas là ce soir. Ils ne pouvaient pas. Mais qui leur ont posé des questions très techniques, on n'a jamais eu de réponse. Aujourd'hui, ils vendent de l'éolien, demain, ils vendront de l'assurance vie. Hein. Il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Et puis, après, ça s'est développé. On a quand même eu un mal de mesure qui a été, un arrêté qui a été signé par un maire qui a été battu aux élections pendant la période de Covid et qui a autorisé la pose d'un mal de mesure. Un deuxième maire qui ne se représentait pas et qui, pendant aussi le Covid, a signé une autorisation pour poser un deuxième mal de mesure. Personne n'était au courant, il n'y a eu absolument aucun affichage. La préfecture a couvert l'ensemble en disant que c'était une période spéciale et qu'on ne pouvait rien faire. On a fait une association, donc très très rapidement, on a eu du monde, on a fait une réunion publique aussi, on a eu du monde. Il y a eu le mât, je ne sais pas qui, a été... les haubans ont été coupés, le mât est tombé, il a été remonté. On a eu 3 plaintes. Moi j'ai eu 3 plaintes contre moi, qu'il a fallu aller déposer auprès de la justice. Aujourd'hui, on a un projet qui a été autorisé par la préfecture. Au Peurne, donc les éoliennes, il y a des pales qui sont à 50 mètres des bois. On a eu une expertise de M. Thévenin, qui quand même, sur le plan de la nature, est un expert national, on peut dire, par rapport à la faune et à la flore, qui a fait apparaître tous les éléments qu'il y avait. Ça n'a servi à rien, la commission d'enquête n'a servi à rien. On a pris aussi la tâche de M. Laurent Arthur pour voir ce qui se passait avec les chauves-souris, c'était pas brillant non plus. Quand vous êtes confronté à ça, c'est un combat. Sur le projet qui est autorisé, on est confronté à Total. Total, on sait que c'est le représentant d'écologie quand même, hein. Surtout en Ouganda, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous n'avez pas abordé l'aspect financier des éoliennes, avec des gens qui se font des mines d'or là-dessus. C'est le démantèlement en fait du service public de l'électricité, c'est la privatisation du courant sans grande concertation par rapport aux aspects du territoire. Moi je suis très optimiste, il faut être très optimiste hein, sur le cuivre hein, quand même, parce que ça ne va pas si loin que ça. Nous, pour relier de l'endroit où il y a les éoliennes jusqu'au poste de ressources, il y a 10 km, et il faut passer quand même un gros câble hein, pour y aller. Donc c'est la destruction de la nature,
c'est tous les droits pour les promoteurs, hein, et les gens qui sont dans la ruralité. Il y a Rémi, je ne sais pas s'il aura le temps, qui vous parlera des paysages et ce que ça comporte sur les paysages. Vous n'en tenez aucun compte. L'éolien citoyen, ça existe. Et on s'arrête là parce qu'on a déjà largement dépassé le temps. Une remarque quand même, Attac est connu pour son opposition à l'idéologie ultralibérale et aux pratiques ultralibérales. Et l'éolien, au niveau de son organisation économique, est l'illustration de cet ultralibéralisme. Vous avez des sociétés gigognes emboîtées les unes dans les autres, dont les sièges sont en Angleterre ou dans des pays faiblement imposés. Vous n'avez aucune solidarité entre les différentes poupées russes des sociétés. Et au final, le démantèlement, la société qui a signé, elle ne sera plus là depuis longtemps. Et cette illustration du modèle ultralibéral, ça devrait quand même poser des questions à des gens qui se posent des problèmes sur l'évolution du monde depuis 40 ans dans le cadre de cette idéologie. De même que l'agriculture... Je tiendrai compte de votre remarque pour modifier le comportement d'Attac, mais là, on a quand même... De même que l'agriculture a connu la dérégulation de ses marchés, l'électricité aussi, vous avez la même dérégulation du marché.